Bonjour tout le monde, ici Jean-François Beck de Star Wars Littérature Québec. Bienvenue à un autre podcast de Star Wars Littérature Québec. Aujourd'hui, on fait un petit spécial, on analyse un roman fan-fiction qui a été écrit par un de nos membres de production, Loïc, qui est ici présent. Et je vais faire cette analyse-là avec notre leader suprême, Claude. Et étant donné que Loïc fait partie de l'équipe de production, on ne voulait pas se faire accuser de complaisance, on a cherché quelqu'un à l'externe. On a essuyé 10 refus avant de tomber sur Francis. C'était pas notre premier choix. Non, c'est pas vrai, Francis. Là, on a Francis avec nous de Star Wars en direct. Donc, salut tout le monde. Effectivement, ouais, là, on va mettre de la pression à Loïc un peu. Je suis pas là pour faire de la complaisance. Donc, juste faire monter un petit peu la pression. on va prendre la pression à Loïc. Ça va être dans le tapis. Hey. OK, bien, juste à poursuivre, j'en profite pour faire salutations à nos partenaires, à commencer par Dominique de Star Wars Artefact. Je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est tout le temps des très bonnes vidéos sur les objets de collection, tout particulièrement les sabres, les casques et les bus. Puis il a commencé aussi depuis, je crois, la saison 2 d'Endor à faire des analyses des séries en anglais. Et bien sûr, on va saluer notre partenaire préféré, Star Wars en direct. Tout particulièrement Francis et Jean, qui donnent beaucoup. Ben, j'en profite, Francis, pour te remercier, parce que Jean, il est souvent venu dans nos revues de la Haute République, comme quoi, qui nous donne un coup de main. Mais Francis, on ne le voit pas, mais dans les coulisses, il nous aide beaucoup, là, des petits trucs. JF, t'as pas fait le bon show. Non, mais sincèrement, là, Francis nous aide beaucoup. Ah ouais, beaucoup, où la section commentaires est fermée sur fermée, YouTube. Non, écoute, très content de l'invitation. Effectivement, on salue Jean. Effectivement, c'est du côté nord-américain. Souvent, ça va être nous autres qui fait les revues littéraires, mais évidemment que l'équipe au Québec est plus large que ça, donc on les salue. Puis, de toute façon, Star Wars Littérature Québec aussi et Outre-Atlantique également. Donc, on salue toute l'équipe de Star Wars en direct. Je n'aimerais pas tout le monde parce qu'on est, en ce moment, je pense qu'on est 16 ou 17. mais voilà. Et ceux qui se demanderaient, OK, mais si vous faites des émissions de littérature, c'est quoi la distinction? La distinction, c'est que ça ne sera pas que littérature. Du côté littérature, évidemment, nous, on traite les sorties. Hein, puis comme il y en a beaucoup, disons que ça occupe déjà beaucoup. Fait que les émissions sur autre chose que les sorties là, officielles sont assez rares. On essaie d'en faire une fois de temps à autre. Comme là, par exemple, avec la fin de la Haute République en français, qui approche là, au jour de l'enregistrement, ça approche. Dans le fond, éventuellement, on pense peut-être à un bilan. Là, faire un bilan de tout ça. Bref, on vous tiendra au courant aussi le cas échéant. Et puis, mais c'est ça. Malheureusement, notre temps est déjà bien occupé juste avec les sorties de romans, d'audiodramas, de comics, de mangas. C'est déjà pas pire. Puis sinon, c'est toutes les émissions sur autre chose. Je porte par exemple aujourd'hui le chandail du Scarif Festival. Ça, c'était dans les Star Wars en direct musique, je crois, qui avait fait un épisode un peu in-universe, là, comme s'il était un festival de musique sur Scarif. Et puis là, ça parlait de toute la musique. J'arrive jamais à me souvenir du terme. Là, c'est intra... En tout cas, bref, la musique dans... in-universe. Fait que quand ils vont dans des bars ou des affaires, c'est la musique qu'eux entendent, les personnages. Mais bref, fait que voilà, allez faire un tour sur... le plus simple, c'est via la chaîne YouTube de Star Wars en direct. Même si on est évidemment sur toutes les plateformes imaginables. Mais sur YouTube, vous allez pouvoir facilement naviguer ou sur le site starwars.direct, tout simplement. Un gros merci pour toutes ces informations-là, Francis. Pendant que tu nous parlais, Francis, avant de faire le synopsis, est-ce que tu veux expliquer rapidement aux gens là, qui ne le sauraient pas, c'est quoi un roman fan-fiction? Oui, dans le fond, je pense que tout est dans le nom, là, mais effectivement, les gens auront compris que c'est un fan-fiction, donc ce n'est pas un contenu officiel de Star Wars, Lucasfilm, Disney, et peu importe ce qu'on rajoute, là. Des fanfictions, c'est vieux comme Star Wars. Okay? Il y en avait déjà dans les années 80, c'est pas compliqué. Par contre, puis tu sais, on a nous-mêmes critiqué Star Wars en direct il n'y a pas si longtemps une fanfiction sous forme d'audiodrama qui avait été faite par notre leader suprême là, au tournant des années 2010 avec toute une troupe de théâtre, si on peut dire, là, une troupe d'acteurs et tout ça. Fait que dans l'audiodrama, c'était un peu plus répandu aussi. Puis on voit ça beaucoup comme dans de la nouvelle.
dans Star Wars, là, je parle. Là, évidemment qu'il y en a dans toutes les, comment dire, les franchises. Là. Mais ici, la grosse particularité, c'est qu'on a vraiment un roman physique. Donc, fait que c'est vraiment la particularité ici. Puis on en parlait en off, là, même en anglais, on voit pas vraiment ça. Là. Donc, fait que c'est vraiment la particularité. Puis chapeau pour le travail, parce que tu sais, écrire une nouvelle, c'est une chose, écrire une BD mais écrire un roman, c'est un projet sur des années. Là. Loïc pourra nous en parler tantôt, là, mais puis on invite les gens à aller écouter les entrevues là, que vous avez fait avec Loïc. Il en parle plus en détail, évidemment. Mais c'est ça, c'est un énorme projet sur des années. Donc, moi, je dis déjà chapeau avant qu'on se lance dans les critiques. Là. Ouais. Ouais, J'espère c'est que vrai ça a parce que. clarifié. Donc, on n'est pas sur du Ouais. contenu officiel. Mais puis, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas non plus le bandeau. Alors, on le voit à côté de Jean-François, là, l'image du roman. Il n'y a pas le bandeau légende, ni canon non plus. Hein, fait que on est dans une fanfiction. Fait qu'on on n'a pas à se, comment dire, se limiter nécessairement qu'aux légendes. Ou je sais pas, Loïc, si tu veux expliquer le choix que tu as fait, Alors, là, est-ce que tu voulais te limiter à un ou à l'autre? alors, en fait, si, il y a écrit FF1, donc fanfiction 1. Mhm. Alors, j'avais écrit ça parce que, bon, déjà, le roman, c'est d'ailleurs, quand bon, on en parlera à l'intérieur, donc j'ai refait la chronologie légende. Et pour que le récit, je l'ai imaginé en 2 tomes. C'est une duologie en gros. Et donc là, c'est le premier tome que j'ai réussi à finir. Mhm. Et donc, il faut que le deuxième, la structure, l'histoire, je sais où ça va aller, tout est prêt, mais il faut l'écrire. Et du coup, ça prend du temps. Voilà. Ouais, Du ouais. coup, voilà. Et en fait, l'idée, j'en avais parlé justement à l'époque avec Lucille Galliot, on en a parlé un peu en off à plusieurs reprises, que tu as pu aussi, tu as pu déjà discuter, tu as pu faire une rencontre à la Catina avec elle. Je sais pas si toi, Francis, tu l'as déjà interviewé, non? Oui, oui, effectivement, on est en contact assez régulier. Ouais. Ouais, donc elle est vraiment super sympa. Et moi, je me rappelle, bah, c'était en France, à Génération Star Wars QC, que j'ai pris contact, que je l'ai rencontrée. Parce que grâce à elle, j'ai pu entrer en contact et puis discuter un tout petit peu avec Timothy Zahn, qui a dédicacé notamment un de mes romans. Et en fait, je voulais lui offrir le roman. Et j'avais traduit avec Kevin, que Claude connaît. J'avais traduit le premier chapitre en anglais, dans un anglais plutôt littéraire, j'imagine. Parce que voilà. Et puis Lucie, Lucie elle m'avait expliqué que c'était pas. Bon, sur le coup, j'avais pu échanger, tout ça, j'ai pu lui montrer un petit peu. Mais et sur le coup, après, Lucie elle m'avait fait un mail très gentil, elle m'avait expliqué plein de choses, et notamment qu'il n'avait pas le droit de garder le roman, en fait, pour des histoires de droit, etc., etc. Bref, mais en tout cas, j'ai pu discuter un peu avec elle après quand je l'ai revue à QC, et elle m'a expliqué beaucoup de choses, et je lui ai parlé, entre guillemets, moi, d'une idée que j'avais, c'était puisqu'il y a un univers légende, et qui est un peu finalement en stase. Pourquoi ne pas continuer cet univers légende? Pourquoi Disney ne pourrait pas autoriser une voie alternative tout en gardant le canon, tout en voilà. Donc j'avais un peu développé cette idée-là de continuer le légende ou même pourquoi pas de faire un univers enfin un univers de fanfiction en fait, voilà, qui respecte des codes, une charte, etc. avec des comités de lecture, etc. En gros, que les fans de Star Wars se débrouillent entre eux entre guillemets et juste d'avoir l'autorisation de Disney. J'avais parlé un peu de ça. Et dans mes rêves les plus fous, c'était un peu cette idée-là, mais c'est comme Lucille l'a expliqué, donc en tout cas dans les interviews, c'est très, c'est une usine quand même Star Wars, et c'est quelque chose de très planifié, de très encadré, et cet espace de liberté est en fait complètement impossible en fait, et rentrerait pour plein de raisons en conflit et en difficulté avec ce qu'ils veulent faire Disney eux de leur côté. Donc en fait, elle m'a expliqué que c'était un rêve. Voilà. Donc voilà, mais du coup, moi j'avais mis ça, effectivement, pour pas mettre le bandeau légende, mais pour dire voilà, que c'était FF, c'est fanfiction 1. Si jamais un jour il se passe autre chose, voilà. Bref, voilà. C'est pour ça, petite parenthèse. Ah bon, on y reviendra au cours de l'émission, mais de mon point de vue, j'y ai pas repéré énormément de bloquants pour l'univers canon non plus. Ouais, moi non En tout cas, plus. bref, on en reparlera là. Ouais. Ouais. Hey, je vais Mais céder la parole à Claude pour qu'il nous dise le fameux synopsis. Mais certainement, mais certainement. Donc, l'Empire dirige la galaxie d'une main de fer. Afin de maintenir l'ordre et la sécurité, la machine de guerre impériale s'appuie sur sur les nombreuses académies, lui fournissant un nombre intarissable de soldats.
C'est dans l'une d'entre elles, sur Corulag, que le jeune cadet Drick Lobora termine sa dernière année pour devenir pilote de chasseur-taille. Quel plus grand honneur que de servir l'Empire à bord de l'un de ces engins. Alors que son avenir semblait tout tracé, une tragédie bouleverse sa vie, entraînant dans son sillage le terrifiant BSI. En la personne du lieutenant Pierre Ledry. Aidé par son fidèle droïde, Drick Lobora décide de s'opposer au BSI et à son jugement. Que pourra faire ce cadet face à l'Empire qu'il avait juré de servir? Arrivera-t-il à résoudre l'épais mystère qui a frappé sa famille? Et jusqu'où ira-t-il pour mener sa vendetta? Un gros merci, Claude. Donc, on va aller pour le tour de table de l'appréciation du roman sans spoiler. Et étant donné que tu es le leader suprême, Claude, question qu'on ne se fasse pas congédier, on va te laisser la parole en premier là, pour ton appréciation. Vas-y, Claude, on t'écoute. Elle est bonne. Ben oui, écoute, appréciation générale, j'ai bien aimé. Effectivement, c'est le premier livre papier, moi aussi, que je vois là, de ma vie. J'ai jamais vu un fanfiction écrit et sorti comme ça. Très beau rendu. La page couverture, j'aime bien. On voit les personnages principaux en tant que tels de la fanfiction. C'est une bonne brique. Quand même un 700 pages écrit, je dirais, écriture Bible. Donc, c'est un 700 pages quand même assez dense. Et puis, la lecture se fait bien, même si c'est une bonne brique, je trouve que ça coule bien. L'écriture est bonne, le rythme est bon. Donc, je terminerai là-dessus. Là. Personnellement, ça a été un bon moment de divertissement et de lecture. Merci, Claude. Et comme on n'est pas là, on va laisser la parole à notre invité maintenant, Francis. D'accord. Parce qu'en plus, tu as fait tout de la tête. Ouais. Écoute, un peu la même chose que Claude. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Effectivement, pour du roman Star Wars, c'est du très volumineux. On est dans le style, dans le format Timothy Zahn un peu. Donc, une histoire qui se met quand même assez tranquillement en place, là, même s'il y a de l'action, c'est vraiment pas ça qui manque. Mais tu sais, c'est ça. Tu l'as dit. Le pire, c'est que puis tu sais, je le disais tantôt, moi je salue vraiment le travail, Loïc, là, puis je comprends que c'est pas ton 100e roman non plus, là, format physique, là, fait que c'était tout du nouveau. Mais le pire là-dedans, c'est que oui, c'est écrit petit, mais au final, au niveau des marges puis tout ça, tu sais, t'aurais peut-être même pu avoir une écriture légèrement plus grosse et puis des marges un peu plus petites, ou en tout cas, bref, au final, mais c'est ça. Dans du roman Star Wars, je pense, en tout cas dans le canon, hein, vous êtes pas mal plus les spécialistes des légendes que moi. Dans le canon, je pense que les plus volumineux, c'est du Timothy Zahn puis du Alexander Freed. Puis, écoute, d'habitude, c'est pas la quantité qui est le problème, hein, on se le cachera pas, souvent, c'est des romans qui ont des très bonnes notes. Fait que, ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Vraiment, c'est l'aspect fanfiction, je le dis aux gens, arrêtez-vous pas à ça, c'est de la même qualité de mon point de vue que... Puis, j'aurais pas, on va y venir à la note plus tard, mais j'aurais pas de note spéciale parce que c'est une fanfiction, c'est dans le sens que ça fait, pour moi, c'est mon même barème de notes et vous allez comprendre que c'est meilleur de mon point de vue que beaucoup de romans officiels, que ce soit du canon ou des légendes de Star Wars. Fait que voilà, j'ai passé un très bon moment. Fait qu'on va revenir dans tous les petits détails, j'imagine, en partie spoilers. Oui, exactement. Merci beaucoup, Francis. Mais maintenant, je vais aller à mon tour. Moi, je t'avoue, c'est mon premier fanfiction que je lisais. Est-ce que j'avais certains préjugés? Oui, pas passé Loïc, mais on sait, comme tu disais tantôt, Loïc, c'est une grosse usine Star Wars. Fait que là, je me disais, OK, comment il va s'en sortir? Parce que c'est gros Star Wars, puis on sait que le fandom Star Wars n'est pas du tout critique. Gros sarcasme de ma part. Puis je dois avouer que Loïc, tu as très bien fait tes devoirs, là. C'est très bien structuré. Moi, à ma connaissance,
le lore est pas mal respecté. Ta connaissance des vaisseaux, j'ai été agréablement surpris. Parce que moi, je suis du genre à lire un roman Star Wars, puis j'ai tout le temps mon cellulaire à côté. Là, je vois une race, je vais voir c'est quoi la race. Je vois un vaisseau, je vais voir c'est quoi. Ça, c'est J'allais bon. Ça, j'allais c'est voir, bon. puis c'était là. C'est bravo. Ah oui. Puis, oui. Puis, je vais rajouter une petite touche personnelle parce que j'ai vraiment vécu une expérience spéciale. C'est que j'avais interviewé Loïc avant de lire le roman comme auteur. Puis là, Loïc, c'était vraiment livré à moi. Pourquoi qu'il a fait ci, pourquoi qu'il a fait ça. Puis là, je lisais ton roman, Loïc, là, puis sincèrement, j'avais l'impression de lire l'âme de l'auteur. C'était vraiment une expérience Ah, euh, c'est spéciale. intéressant. J'ai passé un bon moment. C'est intéressant. Donc, moi aussi, je salue ton travail. Puis je pense que tu as pris 10 ans, tu disais, Oui, j'ai plus ou commencé moins. en 2013. Ouais. Donc, bravo pour ça. On va te garder la note pour la fin. On a supplice C'est bon. de la goutte. Donc, maintenant, on est rendu à la partie qu'on va faire résumé avec spoiler. On va attendre 4-5 secondes pour laisser du temps à Claude pour mettre l'avertissement sonore. Ouais. Loïc, tu as l'honneur de faire le résumé avec spoiler de ton propre roman. Vas-y, Ça on marche. t'écoute. Bon, ben, avant de commencer, on peut peut-être s'arrêter là, puisque tout le monde a donné un bon avis sur mon roman. On va Mhm. s'arrêter là, c'est bon, on est tous Ouais. contents. Non, non, voilà. Donc, je commence. Donc, le roman est divisé en 6 arcs narratifs. Je rappelle ce que c'est un arc narratif ou... Non, tu fais juste le résumé avec spoiler là, pour que les gens sachent grosso Ouais, modo c'est quoi l'histoire. bien sûr, mais je vais résumer par arc narratif, ce sera plus simple et plus Oh, oui, c'est Ah court. oui, bon oui, ça. oui, oui. Oh, Oui, oui, Ouais, c'est vas-y. c'est ça. parfait. Mais Oui. du coup, est-ce que j'explique ce que c'est un arc narratif ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, C'est bon. super. Vas-y. Alors, le roman donc, est divisé en 6 arcs narratifs. Le premier arc narratif s'appelle L'Envol. Donc, comme on l'a dit dans le quatrième de couverture, on suit un apprenti pilote de chasseur-taille, Drake Lobora, qui est dans une académie à Corulag. C'est un très bon pilote, très prometteur. Il apprend un drame, que son père décède dans des conditions très brutales, même si on ne précise pas trop comment. Et dans la foulée, le BSI va l'accuser de trahison, de terrorisme, voilà, de collusion avec la rébellion, et donc il est maltraité. C'est un choc pour lui, parce qu'il est en deuil et en plus traite d'espion. Juste après ça, il reçoit un étrange visiteur, on en parlera après, qui lui donne en fait l'héritage de son père, en gros, dans une petite mallette. Et dans cette mallette, il y a un holo, son père lui explique des choses. Et du coup, il décide de se révolter. Le héros décide de se révolter et il décide de partir, de s'enfuir de l'académie. Donc il se passe un certain nombre de choses. Le BSI, il tente une première fois de partir, ça se passe pas bien. Le BSI l'attrape, le condamne à mort. Il arrive quand même à s'enfuir grâce à l'aide de son droïde. Il a un droïde qui le suit partout, qu'on voit sur la couverture. Et donc ils arrivent à s'enfuir tous les deux de Corulag. Voilà. Voilà pour la première partie, l'envol. La deuxième partie, deuxième arc narratif, c'est Ténèbres et Lumière. En gros, qu'est-ce qui se passe? Le héros Drake suit un peu l'héritage de son père. Il va découvrir un peu une espèce d'héritage de son père. C'est une espèce d'hangar, enfin de zone à ciel ouvert où il a récupéré beaucoup de vaisseaux parce que son père en fait était un militaire de l'ancienne République. Il a fait la guerre avec l'ON et donc son fils découvre un peu cet héritage-là. Donc il y a pas mal de véhicules abandonnés, plus ou moins abandonnés, et qui est géré en autonomie par des droïdes. Voilà. Mais de son côté, ça fait beaucoup d'événements, il est traqué, et donc il y a un petit coup de moins bien pour le héros, il tombe un peu en dépression. Et à la fin, à la fin de cet arc, il va réussir, grâce à son droïde notamment, à sortir de ça. De son côté, le BSI, donc Pierre Lédry, il est un peu, il est pas content, on l'estime responsable de la fuite de son prisonnier. Et il entre en conflit avec le directeur de l'académie. Et ça se passe pas bien pour l'officier du BSI qui se fait avoir, entre guillemets.
et donc qui est rétrogradé et rétrogradé et affecté à une autre mission un petit peu secondaire sur une obscure lune. Voilà. Il doit s'occuper d'une affaire de matériel attaqué. Voilà. Donc il est un petit peu... il est frustré, il est très en colère, il est très déçu. Parce que sa carrière, c'est un petit peu tout. Hein. Il le vit pour l'Empire. Voilà. Et on découvre aussi un troisième personnage lié à la fuite donc d'un cadet, un chasseur de primes du nom de Tracker Rouge qui va récupérer, qui va se charger de traquer Drake Lobora, de traquer la prime. Voilà. Donc on voit ça un peu dans l'arc 2. L'arc 3, on part sur Corellia, les chevaux de Corellia. Alors ça se passe essentiellement sur Corellia, puisqu'en fait notre héros, Drake, sait que son père a été assassiné sur... Enfin, lui il pense qu'il a été assassiné, mais il est mort sur Corellia. Donc il va enquêter. Il va découvrir aussi un monde qu'il ne connaît pas, puisqu'en fait, il est très jeune, il a même pas 17 ans, il va avoir bientôt 17 ans, il est très jeune, il ne connaît pas trop la vie en dehors de l'académie. Voilà. Il est toujours épaulé de son droïde, et puis il enquête. Et en force d'enquêter, de galérer, il trouve déjà la vidéo où on voit son père se faire effectivement assassiner en plein vol à bord d'un speeder. Donc avant il avait la conviction, maintenant il a la preuve que son père a bien été assassiné. Mais la piste se refroidit sur Corellia. De son côté, Pierre Lédry commence à enquêter un peu plus puisqu'il est bloqué sur la lune des Petchek. La lune Petchek, il est bloqué là, donc il commence à enquêter un peu sur le passé donc, du père de Lobora pour savoir un petit peu, parce qu'il est connu comme être un rebelle, donc il enquête. Il continue et puis il a connaissance, donc il sait qu'il y a un chasseur de primes qui est aussi cherche la même cible, donc il décide un petit peu de faire un pacte, d'échanger les informations. Ça arrange surtout Lédry, puisqu'il est bloqué sur sa lune et qu'il ne peut pas se déplacer comme il veut. Ça peut arranger aussi la chasseuse de primes, Tracker Rouge, puisque elle n'a pas l'habitude, en général, elle cherche des gens de la mafia, et là, c'est pas quelqu'un de la mafia, c'est un jeune, il n'a pas de réseau, il n'a pas grand-chose, donc c'est un peu plus compliqué pour elle de retrouver sa trace. Donc voilà dans ce qui se passe un peu dans les chevaux de Corellia. Dans l'arc 4, le héros décide d'aller sur Nar Shaddaa. Parce que, donc, on se rappelle que dans l'arc 1, il y a un mystérieux personnage, en la personne de Ramkota, on l'embrasse, qui lui a donné le legs de son père et il lui a dit si tu as besoin d'aide, je serai sur Nar Shaddaa. Donc il va sur Nar Shaddaa, il va voir s'il va vraiment l'aider. Et en gros, il arrive à le rencontrer et ça reste Ramkota, ça reste un personnage un petit peu assez intelligent, parfois un peu mystérieux, et il a une expérience quand même de la vie, ça a été un Jedi, etc. Bref. Et donc en fait, il passe un pacte avec le héros. Tu passes une semaine à te former un peu face à la mafia, tu passes une semaine entre guillemets à te débrouiller un peu tout seul, à apprendre un peu des bases pour t'en sortir tout seul et te confronter des fois à des milieux très dangereux. Et si ça se passe bien, je te donnerai les infos que moi j'ai. Bon, le héros n'a pas trop de choix, il accepte. Il découvre donc deux personnages auxquels il va s'attacher assez vite. Un Hook et sa femme, sa femme, oui. Voilà. De son côté, Pierre Lédry continue d'enquêter et en même temps, il essaye donc de résoudre les vols qu'il y a sur sa lune Petchek parce qu'il est quand même là pour ça. Et il sait que s'il arrive à résoudre ça, il va montrer qu'il est quand même digne de confiance et sans doute, il espère pouvoir avoir un peu plus de marge de liberté pour pouvoir ensuite continuer d'enquêter et d'attraper Drake Lobora. De son côté aussi, pareil pour le chasseur de primes, qui petit à petit rattrape un peu la piste de Drake Lobora. La chasseur de primes va sur Corellia, se confronte à des petits voyous, voilà, et puis elle capte que sa cible va sur Nar Shaddaa, donc elle met les voiles sur Nar Shaddaa. Sur Nar Shaddaa aussi, le héros va rencontrer par hasard une Twi'lek
Et en fait, il se trouve que cette Twi'lek, c'était une des membres d'équipage du vaisseau de son père. Et donc il la sauve d'une agression dans la rue et très vite ils échangent par rapport à son père. Il y a beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois qu'à nouveau qu'il entend parler de son père en bien, parce que son père est considéré quand même comme un rebelle. Donc voilà, et puis il est jeune, elle est un peu moins jeune mais elle est jolie, etc. Donc il s'ambiance un peu et il y a une petite histoire d'amour qui commence. Voilà. Ouais, ça, je t'interromps pour conseiller cette partie-là à Jean, hein, dans notre équipe. Les gens qui connaissent les goûts de Jean là, dans les romans Star Wars, donc je pense que tout cet arc-là, il va beaucoup l'aimer. Ah, mais très bien. Je rajouterais même que d'après moi, le livre au complet, Jean va l'aimer. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc il y a ça, et à la fin donc de passage sur Nar Shaddaa, Ram Kota décide donc de révéler tout ce qu'il sait sur son père, le père du héros qui est décédé. Et en gros, il lui explique que son père, dans le cadre de ses activités de marchand, de commerçant, il est tombé sur une planète qui était tombée sous la main, le joug du Soleil Noir. Voilà, et d'un haut responsable du Soleil Noir qui a découvert une nouvelle drogue et qui donc exploite la planète le plus possible pour développer beaucoup de richesses, de pouvoir, grâce à cette drogue très addictive. Et donc, il lui explique que son père essayait de se démener pour cette planète, une planète qui s'appelle Flekova. Et donc, le héros décide d'aller là-bas. Et donc, on arrive à l'arc 5, qui se nomme évidemment Les Soleils de Flekova. Les Soleils de Flekova. Le Soleil de Flekova, pardon. Le Soleil de Flekova. Donc, on découvre une nouvelle planète que j'ai inventée. Le héros donc il découvre la planète et du coup il va essayer d'enquêter. Alors cette fois-ci il comprend qu'il doit être un petit peu plus discret, qu'il doit faire un peu attention parce qu'il est recherché et que arriver et poser des questions un peu n'importe où c'est un peu compliqué. Donc il explore la planète et il décide d'aller dans un des camps où on fabrique les fleurs. Il rencontre de fil en aiguille une espèce de résistance en fait qui s'est mise en place pour lutter contre le Soleil Noir, mais c'est quand même quelque chose d'assez sporadique. Voilà. Et du coup, il continue d'apprendre un peu sur le passé de son père, que son père était bien en contact avec ces gens-là, qu'il essayait bien de libérer la planète. Mais qu'à un moment donné, il n'a plus donné signe de vie parce que justement, il a été assassiné. Et donc voilà, donc le héros apprend un peu plus sur cette planète, il apprend un peu plus ce qui s'est passé, il voit aussi, il constate aussi les effets de la drogue. Voilà. De son côté, notre chasseur de primes a eu un petit souci sur Nar Shaddaa, parce que sur Corellia, il avait un peu, le chasseur de primes avait cassé la gueule à un gang mafieux, et ce gang mafieux, il n'a pas trop apprécié, donc il a envoyé des assassins pour régler un peu cette histoire. Et donc dans la bataille, le chasseur de primes a été blessé un petit peu, mais surtout a perdu son moyen de transport. Donc du coup, elle a réussi à aller sur la planète, mais ça lui a pris énormément de temps et elle n'est pas véhiculée du coup. Et donc elle est à l'affût un petit peu, elle est en stand-by. Elle sait qu'il va se passer des choses sur cette planète, mais voilà, elle est un peu plus bloquée. Et du côté du BSI, de Pierre Lédry, il a avancé, il a résolu l'enquête des détournements. C'était un agent, un officier, un sous-officier impérial qui en profitait pour s'en mettre un peu plein les fouilles. Ce qui lui permet non seulement de laver, entre guillemets, peut-être son honneur, alors peut-être pas comme ça, mais en tout cas, regagner un peu la confiance en ses supérieurs et de montrer aussi, de se prouver à lui-même et de prouver aussi aux autres c'est un officier capable. Et donc voilà, donc ce qui lui permet ensuite donc de récupérer un petit peu de mobilité, parce qu'en vrai il n'avait pas entre guillemets le droit d'aller où il voulait. Et il décide de monter sur un vaisseau impérial qu'il avait repéré et pour être un peu plus mobile. Et il espère tirer profit de ça pour pouvoir continuer l'enquête qui se rapproche un petit peu sur sa cible. Petite parenthèse sur l'agent du BSI, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'agent du BSI, donc sur Paycheck, il a quand même envie d'aller un peu rendre la monnaie de sa pièce au directeur de l'académie, qui l'a un peu arnaqué finalement et qui l'a poussé un peu qui a réussi son coup et qui l'a éloigné un petit peu, qui l'a envoyé sur Paycheck, qui l'a envoyé un petit peu en punition, quoi.
Et il arrive à recruter un gars un peu désespéré. Et il en fait un peu son pion, qui manipule un peu à distance comme ça. Voilà, pour l'arc 5. Et on termine donc l'arc 5 sur en fait donc la résistance grâce à Pod, enfin au droïde et à Drake. Ils essayent de monter un plan pour libérer la planète, tout simplement. Et donc il y a des idées qui fusent. Et l'arc 5 se termine par une ébauche de plan. C'est-à-dire que Drake va essayer de réparer tous certains vaisseaux et les droïdes qu'il a hérités de son père. En fait, c'était un Lucre-Hulk qui s'était écrasé sur Boz Pity durant la guerre des clones. Il va essayer de retaper ça pour avoir une force armée, pour pouvoir libérer Pluko. Donc l'arc 6, l'arc final, Vendetta. Le héros bosse dur pour réparer les droïdes. Il se fait aider par le Hook qu'il avait aidé sur Narshada et sa femme. Voilà. Ils viennent l'aider. Donc ils essayent de mettre un plan qui tient un peu plus la route. Ils fabriquent une petite armée. Ils arrivent à trouver des ressources. Ils arrivent à s'en sortir. De son côté, ça se resserre. La chasseur de primes, elle sait qu'il va se passer quelque chose sur Flekova. Elle sent le héros, enfin sa cible va être là à un moment donné ou à un autre, et elle veut être là pour lui mettre la main dessus. Donc elle décide de rester, d'attendre. Et Pierre Ledry, du coup, est au courant de ça. Et il arrive avec donc le capitaine d'un croiseur, un croiseur impérial. Il arrive à le convaincre d'aller aussi sur Flekova. Donc, le héros, alors entre-temps, bien sûr, il y a sa petite copine, Assia, qui est venue un peu l'épauler, voilà, qui est venue un petit peu le soutenir, tout ça, machin, et puis après, il a laissé repartir parce que lui, il allait faire la guerre, quoi, voilà. Et puis elle avait des choses aussi à régler, de son côté. Donc voilà, donc le héros, il a un petit plan de bataille. Et donc, ce plan de bataille consiste un peu à une attaque simultanée, enfin pas simultanée, mais assez organisée, avec donc, on attaque en orbite les vaisseaux du Soleil Noir. On essaye de fomenter une rébellion, de libérer un peu les camps où on fabrique la drogue, où on récolte la fleur qui fabrique la drogue aussi en même temps, avec l'aide de quelques droïdes et de gens qui ont été infiltrés. Et on essaye aussi de faire débarquer des droïdes au sol sur la ville principale de Flekova pour attaquer de 3 fronts et voilà, vaincre le Soleil Noir. Donc grosse bataille. Et donc le héros, il sait que lui, son but c'est d'attraper donc le haut responsable du Soleil Noir qui est devenu Vigo entre-temps. Voilà. Et il décide. Donc il a une opportunité. À la fin de la bataille, ça se passe pas bien pour le Soleil Noir finalement. Et puis le Vigo qui était un peu trop, le nouveau Vigo, fraîchement Vigo, qui était un peu trop gourmand, il s'est fait rattraper, il s'est fait tirer les oreilles par Xizor. Et donc il se fait déposséder de plus ou moins tout. Donc il cherche à s'enfuir. À ce moment-là, on est sur la fin de la bataille, même sur la bataille est quasiment terminée. Le héros arrive à le confondre. Donc une petite bataille, une petite baston, voilà. Et en fait. Le Vigo lui explique qu'en fait que c'est pas lui qui a balancé son père. Lui, il a appris, quelqu'un a balancé son père, il lui dit qui c'est. Et je balance le twist final là. Oui, c'est avec spoil. Ah, je sais pas, vous en pensez quoi? Oh, ouais, allez-y. vas-y. Oh putain. Bon, et encore. Faut avouer qu'il y a quand même un méga punch à la fin. Là, ah ouais, c'est bon, c'est pas grave, écoutez. Voilà. Si c'est avec spoiler, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et donc, donc en fait, c'est le second du père de Lobora, il avait un équipage, donc il avait un vaisseau. C'était son second qui avait un peu fomenté ça, parce qu'il voulait plus de pouvoir, plus de pognon, voilà, un truc basique un peu. Et il a vu une opportunité, il l'a saisi. Et du coup, alors pour la petite histoire, c'est quand même lui qui est venu, c'est-à-dire le second de son père, qui a donc tué son père et qui est venu en personne lui annoncer que son père était mort. Donc c'est vrai que ça lui a fait un peu mal. Et ce qui lui fait mal aussi, c'est que du coup, l'équipage, sans doute, peut-être, le héros il sait pas trop encore, l'équipage était au courant de tout ça
Et donc Assia, avec qui il fricote, elle était peut-être aussi au courant. Donc c'est un peu raide. C'est un peu raide pour le héros. Voilà. C'est un peu dur pour lui. Donc il décide d'aller retrouver donc le second, parce qu'en fait donc le second, il a conscience que du coup le père de Drake Le Bora, il n'a pas été très honnête. Il comprend que le jeune héros, il a quand même accès à des ressources, il a quand même pu remettre sur pied des vaisseaux, des droïdes, il a quand même des moyens, on sent qu'il a des moyens financiers assez importants, donc ça l'intéresse aussi, et donc il décide de faire un peu, de l'attirer par rapport à ça, et le héros décide de foncer tête baissée au rendez-vous pour régler ses comptes. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. De son côté, donc, le chasseur de primes croise notre héros, et par une situation, voilà, elle se retrouve aussi embarquée donc avec un des membres de l'ancien équipage du père du héros, et donc le héros va retrouver le second de l'équipage qui s'appelle Xalé sur l'ancien vaisseau de son père, et le chasseur de primes y sera aussi. Voilà. Et de son côté, le BSI va croiser aussi Lobora, mais il va juste le croiser. Voilà. Et donc, scène finale, petite confrontation. Donc le héros, en fait, il est dans un état où bon, il a quand même une petite bataille dans les pattes. Son droïde, qui en fait a été un petit peu amélioré puisqu'on a changé. Bon, là-bas, c'est un droïde archiviste, donc il a des capacités de mémoire, etc., etc. Mais après, c'est un droïde de base. Sauf que du coup, au cours du roman, il a échangé son corps avec un droïde BX Commando. Un peu, c'est le même droïde un peu qu'on voit dans le jeu vidéo Outlaw. Voilà. Ouais. Oh. Ou dans le roman aussi récent. Ah, j'en étais sûr. Bref. Donc, du coup, voilà. Et sauf que ce droïde, il a été endommagé sur Flekova, donc il peut pas trop l'aider. Et donc, le héros, il décide d'y aller et de régler ses comptes et d'avoir des réponses. Il y va un peu comme ça, un peu la fleur au fusil. Forcément, bon, ça se passe pas bien. Il se fait arrêter. C'est une scène de confrontation. Il apprend un peu la vérité. Il voit aussi que Assia, du coup, est partagée parce qu'en même temps, elle l'a trahi. Et de l'autre côté, on sent que bon, elle a pas non plus tellement le choix que ça. Mais bon, ça, c'est libre interprétation à tout un chacun. Et donc, ça se passe pas bien. Et le héros, il se fait un peu bolosser, il se fait un peu taper, etc. Et en fait, il tombe à un moment donné dans les vapes. Et après, il y a quelque chose dans lui qui se brise parce que tout au long du roman, ça, bon, je peux pas pu trop l'expliquer, mais il y a une énorme frustration qui cumule. Et cette frustration, à un moment donné, on sent qu'il peut avoir des accès de colère, mais toujours il essaie de se contenir. Et puis là, ça craque. Il rentre dans un état un peu second. Bon, il n'est plus vraiment là. Et en fait, il arrive à avoir un peu comme des pouvoirs télékinétiques, en fait. Il arrive à sentir tout ce qui se passe dans la pièce, mais comme il n'est plus vraiment lui, donc il est juste de la colère pure. Et donc, il casse la gueule plus ou moins à tout le monde. Voilà, mais... De façon très polie de le dire. Voilà. Ouais. Voilà. Et ouais, il est content. Et donc, du coup, voilà. Et en fait... il arrive à confronter donc le Xalé, le second, il le tue, il arrive à le tuer. Et sauf que lui, en fait, à cause de cette colère, ça l'a un peu consumé, un peu déjà de l'intérieur, ça a consumé un peu son être. Et puis il a été blessé durant cette bataille aussi, quand même s'il sentait beaucoup de choses, il a été blessé. Ça finit là-dessus. Et donc l'épilogue, le héros se réveille sur Bospiti, sur là où il y avait tous les vestiges de son père, on va dire. Il est entouré de son droïde, il est entouré donc du Hook et de sa femme. Oui, qui est Merej et Clora. Merej et Clora, évidemment. Et il est entouré d'eux et il se souvient pas du tout de ce qui s'est passé en fait. Il se rappelle d'être monté dans le vaisseau, puis après, blackout. Et on lui explique qu'en fait, ce qui s'est passé, on lui montre même ce qu'il a fait, parce qu'il y avait les caméras du vaisseau ont enregistré ça. Et bon, il est un peu choqué, parce qu'il se reconnaît pas du tout, il se rappelle pas. Et en gros, pour finir sur lui, après je terminerai sur les deux personnages un petit peu. En fait, au tout début du roman, il y a un petit objet, il sait pas trop ce que c'est, une espèce de tétraèdre noir là, mat. Et en fait, c'est un holocron en fait qui va s'ouvrir
puisqu'en fait, il apprend que sa mère, qu'il ne connaissait pas, et sa mère, pour elle, elle était morte depuis le départ, son père lui avait dit, il apprend que sa mère était une Jedi. Voilà. Et donc, le héros, il dit, ah, voilà. Et ça finit là-dessus. De son côté, le chasseur de primes, qui était donc dans le vaisseau, qui était quand même déterminé à arrêter, évidemment, sa cible, quand il a vu la vidéo où il démembrait tout le monde, elle s'est dit, on va peut-être partir. On va peut-être pas aller le chatouiller. C'est risqué. C'est risqué comme mission. Ouais. Voilà, donc la chasseuse de primes arrive à s'enfuir du vaisseau. Mais elle a pris avec elle les vidéos de surveillance, les holo vidéos de surveillance avec elle, et à pouvoir revendre ça à prix d'or. Parce que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et de son côté, le BSI, il est déçu parce qu'il a raté sa cible, mais il reçoit notamment, parce qu'il a payé très cher la vidéo de la chasseuse de primes qu'il lui a envoyée, et il se dit, ah, bon là, on part sur un autre délire, mais il y a moyen quand même de redorer son blason aussi, et de peut-être retrouver le grade qu'il avait avant, voire même plus. Donc voilà. Ben, un gros merci, Loïc, c'était très bien résumé. Ouais. T'as pas fait la gaffe que moi je fais quand c'est moi qui fais le résumé, c'est pas vrai, je tombe dans l'audiobook. Avec Complot, j'ai été trop long. Alors, j'ai essayé de résumer le plus court possible, mais bon, c'était. Ah, ben là, c'est pas facile à cette quantité-là, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est une grosse brique, mais t'as bien fait ça, Loïc. Bon, super, c'est mieux. J'apprends des erreurs, Claude. Ouais. Tu vois, on peut peut-être apprend tous. valider dans ta chronologie aussi, là, ça se passe à quel moment là, pour les gens. Donc, dans le fond, tu le situes en -5. Ouais, c'est ça. Donc, -5 avant la bataille de Yavin. Là. Donc, on est quoi à peu près à l'époque de Solo, je crois, au niveau des films ou des séries? Ah, je sais pas. Ouais. Parce que là, ta chronologie, c'est les romans légendes. Là. Mais ouais. Eh bien, -5, ça commence en même temps que Andorre. Dans la saison 1. C'est vrai. Ouais. Dans la saison 1, Andorre, c'est à -5. Et après, on se rapproche jusqu'à la rébellion. Jusqu'à la bataille de Yavin. Voilà. Ça commence à -5, ça en finit à -4. Pour être simple, pour faire plus clair, à peu près. Voilà. Claude, est-ce que tu veux te plonger pour l'analyse et critique? Oh goodness, ça, écoute, j'ai tellement d'affaires à dire. Comment je commencerais ça? Ah, écoute, premièrement, ça commence, vous allez être d'accord avec moi, ça commence avec un punch déjà en partant que j'ai trouvé vraiment débile. Là. Le fait que c'est une simulation, on ne le sait pas au début. Ouais. On rentre dedans, puis là, tu es dans la bataille, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est une simulation. Ouais, je me suis fait prendre. Ouais, on s'est tous fait pogner, cool, je suis sûr et certain. Très, très cool comme intro, là, quand on est projeté tout de suite dans l'action. Ouais. J'ai aucun mérite. Hein. J'ai aucun mérite parce que je me suis inspiré de l'Escadron Rogue, de Michael Stackpole. Premier chapitre, c'est une simulation. Ouais, je me souviens même plus. Du coup, j'ai trouvé ça cool aussi. Et mais écoute, c'est une façon d'y rendre hommage aussi. Là. Oui, aussi, voilà. Mais voilà, du coup, c'est pas moi qui ai eu la paternité de cette idée, je tiens à le dire. Mais je trouvais ça cool, effectivement. Ça permettait de rentrer dans l'action. Et ça permet d'avoir un petit suspense au départ. Voilà. Et je tiens à le dire. Oui, très bien, très bien. Fait que, en partant, on est catégorique là-dessus. Là. C'est une bonne entrée. Puis déjà en partant, ils disent au niveau des livres, quand on a une bonne entrée, à 90% du temps, ça va donner un résultat qui est quand même assez bon au niveau du livre. Là. Puis je pense que ça se reflète très bien, effectivement, à ce niveau-là. Ensuite, c'est sûr que il y a comment... J'aime beaucoup comment c'est structuré. Le livre, tu sais, au début, t'apprends, tu sais, sa vie qui est importante, au niveau de comme cadet impérial, tu sais, que là, tu sais, puis on voit aussi comment que ça peut vraiment basculer, tu sais, je veux dire, le côté obscur, le côté blanc, ou, tu sais, les rebelles. Dans un régime comme ça, la vie peut basculer très vite et très facilement. Eh bien, c'est incroyable. Fait qu'on l'apprend effectivement assez rapidement comme ça. Ensuite, tu réussis à s'échapper, l'histoire d'amour qui est tricotée à travers ça, qui est vraiment bonne aussi. Vraiment, là, sérieusement, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman-là.
Même si c'est une brique de 700, puis que normalement, je passe à travers ça dans une couple de jours, là, ça m'a pris quand même un bon 7-8 jours là, à le lire facilement, parce que c'est quand même assez dense. Mais j'ai beaucoup aimé l'ensemble de ce livre-là. Puis, dans le fond, je suis pas mal sûr que vous allez répondre à tout ce que j'allais dire ensuite. Là, fait que je vais vous laisser la parole, là, mais sérieusement. Dirais, là. pour justement rester sur la densité, tout ça, c'est puis la structure, ça demeure très bien, justement. Le rythme est quand même bon. Tu sais, les changements de chapitre, tout ça, évidemment, ça, chacun a ses préférences. Hein. On a un Alexander Freed, par exemple, qui fait des énormes chapitres, mais séparés comme en sections. Là, tu sais, c'est quand même 1.1, 1.2, 1.3. Là, tu sais. Là, je trouve que même si c'est dense, en tout cas, moi, pour mon style de lecture, ça demeure tu sais, parfaitement tolérable là, en durée. Tu sais, quand tu te dis justement, pendant une pause, je vais lire un chapitre, là, tu sais, ou un dîner, là, tu sais, que j'ai rien à faire, je vais lire un chapitre. Fait que même si c'est dense, c'est ça permet une lecture quand même, on va dire, tout à fait tolérable, là, parce qu'effectivement, je pense à certains auteurs, tu sais, même Timothy Zahn, des fois, peut faire des chapitres à rallonge. Je sais pas, j'ai pas remarqué. J'ai senti que peut-être ça s'accélérait un peu à la fin, hein, Loïc, les chapitres ça raccourcissent. Je sais que plusieurs auteurs utilisent ça souvent comme tactique pour, comment dire, justement créer un rythme là, d'action, là, souvent quand il y a une bataille à la fin ou quelque chose comme ça. Puis on passe d'un point de, il y a un côté temps réel aussi, à un moment donné, évidemment, on est en partie spoilers. Fait que, bref, il y a la grosse bataille sur Flekova, puis effectivement, là, on va passer du point de vue d'un à l'autre, puis même chose après les événements, là, c'est où déjà sa base secrète, là, Boss Pity. Sur Boss Pity. Fait que c'est ça, on passe on est dans le temps réel, on passe d'un point de vue à l'autre. Je sais qu'il y en a il y en a quelques-uns qui aiment moins ça, ce style-là, mais il y en a qui adorent ça, au contraire, d'avoir les différents points de vue d'un même événement, on va dire. Moi, j'aime beaucoup. Donc, Moi aussi. Mais ouais, c'est ça, sur la structure, la division en arc aussi, t'as raison, Claude, c'est très bien justement parce que, ben, effectivement, ça vient résumer un peu les grands changements. Là. Évidemment, au début, c'est un cadet, tout ce qu'il y a de plus normal, puis tout ça. Puis là, après ça, les différentes étapes de jusqu'à temps qu'il adopte la cause de son père. On pourrait dire ça comme ça. Là. C'est ça vraiment, là, il comprend là, la cause de son père, puis il décide de la mener à bien, et puis tu as toute la préparation. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être trop facile. Déjà que là, c'est sûr qu'il y a le côté, OK, il tombe sur un... C'est quoi déjà le nom des vaisseaux séparatistes? Le Krulk, le vaisseau en croissant avec la boule au milieu. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, ça aurait pu être beaucoup plus facile. Là, tu vois qu'il y met du temps, puis de l'énergie, puis tout ça. Fait que... Non, c'est ça. Moi, je le trouve très, très bien. En tout cas, on voit que tu y as mis énormément de temps. Tu sais, c'est pas... tu l'as écrit pendant une fin de semaine, puis voilà... j'y ai passé. Il y a du travail, ouais. Merci, c'est gentil. Mais... ouais, puis je suis d'accord avec ce que vous avez dit les deux. Moi, ça m'a fait penser à le style à un film. Je vais avertir les gens parce que le titre du film va paraître vulgaire. Et je tiens à dire que ce n'est pas vulgaire parce que Brad Pitt a joué dedans. Je parle du film Snatch. OK. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Je ne veux pas que les gens fassent « Ah, quoi? Non, ce n'est pas un film porno. » Je répète, Brad Pitt y a participé. Pourquoi c'est un excellent film de Guy Ritchie. Ouais. Oui, Guy Ritchie, ouais. Et le rythme de Guy Ritchie, d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup son rythme, en fait. J'ai adoré les Sherlock Holmes. D'ailleurs, il a fait une série là sur Sherlock Holmes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, toute récente. Ouais, toute récente, là. Et moi, j'aime beaucoup Ritchie, justement, pour ça, pour son rythme. C'est vrai. Vas-y, je t'ai coupé, excuse. Oui. Là, ce que je veux dire, pourquoi je compare un peu, j'insiste sur un peu à Snatch, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on voit plusieurs petites histoires. Je pense qu'il y en a 3-4 en même temps. Puis Dieu sait que c'est pas facile de faire ça, puis tu as bien réussi parce qu'il y en a qui auraient pu se casser la gueule, tu ne l'as pas fait. Et l'autre affaire, pourquoi je compare ça à Snatch, c'est que, je donne un exemple, son évasion. Il prévoit faire ça, mais il arrive tout le temps, ça se passe jamais comme c'est prévu. Puis Snatch, c'est ça tout le long du film. Les gars, on va faire ça, mais c'est jamais ça qui arrive. Là. Son évasion, là,
Finalement, ça finit qu'il faut qu'il prenne un otage. Il y a tout le temps des imprévus. Tu n'es pas tombé, quand on dit ça, dans la facilité scénaristique. Ouais, c'est ça, le scénario facile que tu devines déjà ce qui va arriver. Ouais. Oui. Ouais, ou Là, d'un personnage un peu omniscient à la Tron, là, tu sais, que tout est toujours déjà prévu d'avance, tout ça. Là, tu sais, ouais. Puis là, le nom m'échappe. C'est quoi déjà le nom de l'agent BSI? Pierre Lédry. Oui, ça, je trouve vraiment, c'est un bon exemple de ton roman. Au début, je le détestais vraiment. Là. Il fait des interviews limite, comment on va dire ça, là, faire du mal à quelqu'un, un mot pour torture, là, limite ça. Là. Oui. Mais de la minute qu'il se fait baiser, j'ai commencé à l'aimer parce que, quand je fais ça, ce que j'aime, c'est que le personnage n'est pas méchant pour être méchant. Non. Oui, mais c'est ça en fait. C'est un bon fonctionnaire. C'est ça, et voilà. Puis c'est exactement même ça. que j'ai appris à l'apprécier. La minute qu'il se fait baiser, il y a comme une épreuve. Il faut tout qu'il remonte son nom. Ça, j'ai vraiment aimé ça là, pour ça. J'ai encore plein d'autres points que je vais faire le tour, mais je me garde une petite réserve. Mais je vais juste rebondir ce que Claude avait dit. Les combats spatiaux, c'est quelque chose que les auteurs peuvent se planter. C'est pas facile à décrire, c'est facile. Ouais. Moi, le premier, je peux tellement être perdu dans les combats spatiaux. Pas du tout. Pas du tout. Là, tu l'as très bien fait. Je ne sais pas pour vous, Claude et Francis. Ouais, je me suis fait, effectivement, ben là, on est plus sur la fin du roman, mais je m'étais fait la même réflexion que c'était très bien réussi, la bataille de Flekova. Puis à la fois, en plus, on est sur une bataille qui est à la fois dans les airs et sur Terre. Oui. Puis on comprend très bien tout ce qui se passe, tout ça. Là. Non, c'est très, très bien réussi. Ouais. Je pense que tu en as pensé. Oui, vas-y, ce que je l'ai écrit, vas-y. Non, mais parce que j'avais envie de faire ça parce que très jeune, quand je regardais les films, l'épisode 4, 5, 6, et même après les 1, 2, 3, on avait quand même un schéma à la fin qui se ressemblait à la fin ou au début avec l'épisode 3. Mais on avait toujours à la fin dans l'épisode 6, le retour du Jedi. Mais même dans l'épisode 5, c'est plutôt au début, on a toujours une grosse bataille dans les airs, sur le sol, parfois même un duel au sabre laser en même temps. L'épisode 1, il le fait, l'épisode 3, il le fait, les 6, il le fait, le 5, le 2 aussi. Quasiment tous, ils le font finalement. Pas forcément à la fin, mais même dans beaucoup de romans aussi, ce que j'appréciais, c'est que dans les romans que j'ai lus, beaucoup de légendes, on a des personnages comme ça, et au début, ils sont très éloignés, puis à la fin, le destin, la fin, hasard qui font qu'ils se croisent. Alors des fois, c'est bien fait, des fois, c'est un peu cousu de fil blanc, et moi, j'avais envie que ce soit... Enfin, j'avais envie quand même qu'il y ait de vraies raisons, et j'avais envie de faire un peu un final qui pète, alors même si finalement, en termes de protagoniste, de nombre de combattants, tout ça, c'est pas non plus la bataille planétaire. Voilà, on n'est pas sur la bataille de Coruscant. Mais j'avais envie de décrire ça le mieux possible et de donner, on parlait des chapitres plus courts, effectivement, donner un rythme un peu plus intense, passer d'une situation à une autre. Voilà. Mais du coup, j'apprécie. Ouais, parce qu'il y a comme deux fins un peu, là, c'est ça. Il y a la bataille de Flekova qui est l'aboutissement de 2-3 arcs là, de préparation puis de mise en place. Puis tu as la vraie fin qui est plus l'aboutissement pour le personnage. Ouais. Puis ça m'amène justement à la question sur au niveau de la force. Hein, écrire un roman Star Wars sans la présence de Jedi, tout ça, ça peut être un défi. Il y en a que les lecteurs, ben c'est ça, il y en a que si c'est pas des histoires de force, ça les intéresse pas, et vice-versa. Là, dans le fond, c'est ça, tu as fait le choix d'y aller à la fin avec l'explosion de force chez le personnage. Mais justement, est-ce que il a fallu que tu te retiennes de ne pas intégrer un quelconque Jedi qui avait survécu à l'ordre 66 ou quelque chose comme ça? Voilà, là on est bonne question. Ouais. Bon, en fait, c'est intéressant parce que y a plein de choses intéressantes sur cette fin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Il y a des gens qui ont fait exactement la réflexion que tu as fait. Ils ont dit c'est dommage que il y a la force à la fin. Bon. Ok. Moi, j'ai envie de mettre un bémol parce que, alors, pour répondre à ta question, non, j'avais pas du tout envie de mettre de Jedi, du coup, et j'ai pas tout spécialement, enfin, dans l'absolu, j'ai envie de parler de la force, notamment sur le plan des valeurs, sur le plan vraiment psychologique et philosophique, tu vois, parce que quand même les Jedi, c'est de la philosophie, enfin les Jedi et les Sith, c'est deux faces opposées d'une philosophie, quoi. D'un côté, il y a résister au pouvoir pour mieux servir les autres, et il y a de l'autre, c'est prendre le pouvoir pour se servir soi. Voilà. Mais dans l'absolu,
les deux, en vrai, on pourrait débattre. Tu vois, il peut y avoir on peut avoir un vrai débat en vrai, de fond là-dessus. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Comment dire? Donc, non, pour répondre à ta question, non, ça n'a pas du tout été. Au contraire, moi, ça m'allait très très bien de ne pas mettre de Jedi là-dessus. Surtout, en plus de mettre un Jedi pour mettre un Jedi, ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui va m'intéresser plutôt, ça va être la psychologie des personnages ou qu'est-ce que ça va impliquer derrière. Être confronté parfois à des limites, parce que les Jedi, comme les Sith, ce sont des personnes dogmatiques. C'est-à-dire, il y a un dogme, mais on n'y déroge pas, quoi. Et donc, et presque les moins dogmatiques, d'une certaine façon, ce sont les Sith qui parfois, alors pour des mauvaises raisons, mais vont s'éloigner un peu de ça pour leur propre. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait surtout. Alors, après, en fait, pour que mon propos, l'histoire que je vais raconter soit comprise, il faut que j'écrive le 2. Parce que à l'épilogue, il lance quand même des pistes pour le 2. Et je sais où est-ce que je veux aller, je sais, la structure, elle est déjà prête, comme je l'ai dit, mais du coup, par rapport à la force sur la fin, je comprends qu'il y ait des gens qui étaient un peu parfois surpris, et voilà, des gens qui ont adoré, des gens qui ont été un peu plus surpris, mais parce qu'ils pensent que c'est un Jedi. Alors déjà, c'est pas du tout un Jedi, il a juste, il y a une espèce il avait la force, on a... Ouais. Donc, les gens qui pensent ça, à mon avis, n'ont pas lu beaucoup de livres Star Wars. Là. C'est Aussi, oui, c'est voilà. les gens qui... Évidemment, le grand public là, qui a vu que les films à l'époque, là, tu sais, Ouais. parce que justement, ni Jedi ni Sith, hein, parce que c'est vraiment une explosion, on va dire, ben oui, du côté obscur, là, on peut le supposer, mais Oui. hors de contrôle. C'est purement Oui, hors c'est de ça, il n'y a contrôle. pas de... Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, que tu rattaches pas ça spécialement à un mythe quelconque ou à un truc Sith, là, tu sais, en particulier. Même si, je sais pas si ça t'en a, j'imagine que tu as déjà lu Dark Plagueis. Oui, bien sûr. Effectivement, moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'explosion, même chose chez Ouais, Palpatine. exactement. Palpatine qui tue toute sa famille, là. Donc Exactement. là, je viens de spoiler un mini bout, tout petit bout de Dark Plagueis. Le plus tard qu'il est sorti, le Mais roman, là, là. de ton côté, c'est beaucoup plus développé. Hein, dans Dark Plagueis, c'est quoi, quelques 2-3 pages peut-être, là. Ouais. Donc, non, là, c'est... Puis écoute, c'est violent, puis c'est une violence, je trouve, juste, dans le sens que, justement, par exemple, dans Dark Plagueis, il n'y a rien de cette violence-là. On la voit pas, on l'apprend par après, si on peut dire. Ou on la, tu sais, là, tu l'as dit, c'est du démembrement. C'est vraiment... Quand je parle d'explosion, là, c'est un peu ça. Ouais. Fait que non, moi j'ai beaucoup appris. Tu sais, on tombe dans un roman de Patrick Sénécal. Là. Bon, toi, Loïc, ça te dit peut-être rien, là, mais pour les Québécois, là, c'est un grand spécialiste des histoires horreurs ou en tout cas très, 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 très violentes. Ah, c'est le Stephen King québécois, mettons. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Fait que bref, non, c'est ça. J'ai trouvé ça parfait comme utilisation de la force. C'est gentil, Justement, merci. c'est pas trop, c'est pas. Parce que, tu sais, évidemment que c'est. Puis, je pense que c'est Jean-François qui disait que tu n'avais jamais lu de fanfiction avant. Ben, on se le cachera pas. En tout cas, moi, j'en ai lu. Je pense que Claude aussi. C'est extrêmement récurrent dans les fanfictions d'avoir un personnage forceux, comme on dit, là, Et d'avoir un pseudo-Jedi. Là. Ouais. Puis, en plus, il y a un côté extrêmement facilité scénaristique. Tu sais, quand ton personnage, comment dire, peut tout faire. Là, cette fois-ci, honnêtement, oui, ça fait un retournement de situation. Mais c'est tellement hors de contrôle, c'est tellement, comment dire, moi je l'ai pas vu du tout comme une facilité scénaristique. J'ai trouvé ça parfait, cette finalité-là. Fait que ouais, chapeau pour ça, parce que le gros défaut, je trouve, des fanfictions, c'est le côté un petit peu trop facile. Ouais. Évidemment, ça dépend toujours dans quel contexte ça se place, là, tu sais. Évidemment, la période de la Haute République est plus, comment dire, sujette à ça, ouais. Mais ouais, c'est ça. Là, c'est parfait. Lui, il en a même pas souvenir. Tu sais, fait que vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement crédible comme explosion de côté obscur. Là. Ouais. Ah ben c'est gentil. En fait, je suis parti d'un principe un peu, c'est que par exemple, Anakin dans l'épisode 1, il est rien, il n'est pas formé, il est rien. Pourtant, il arrive à faire des choses que les humains n'arrivent pas à faire normalement. Mm-hmm. Piloter la course de pod, voilà. Il a des réflexes hors du commun. Tout à l'heure, tu parlais de Palpatine. Alors, c'est intéressant parce que c'était le parallèle que tu as fait, parce que Palpatine, c'est quand même quelqu'un, fondamentalement, on le voit dans le Dark Plagueis, qu'il y a un truc au fond de lui quand même qui cloche. Hein, dès le départ, il a un rapport avec sa famille déjà assez conflictuel et tout. On sent que c'est quelqu'un un peu torturé.
le personnage que j'ai développé, c'est pas tout à fait ça. Il est frustré, mais il est assez naïf. Il a beaucoup de naïveté. C'est un jeune, il a 16-17 ans. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'effectivement, que j'ai voulu mettre en place. C'est qu'il a subi quand même, en vrai, en quelques mois, des traumatismes sur traumatismes. C'est-à-dire qu'il avait une vie où il était censé servir l'Empire et basta. Voilà. Et il perd son père, il se fait traiter de rebelle, il est pourchassé par tout le monde. En fait, du coup, la nana qu'il aime, eh bien, en fait, elle l'a trahi, mais en fait, à la fin, peut-être qu'elle l'a pas trahi. Donc là, c'est un peu, là, ça fait beaucoup. Son droïde aussi, il tient beaucoup à son droïde, il est abîmé, donc ça fait beaucoup. Et en fait, il se rend compte qu'il s'est fait avoir, et donc effectivement, il y a un état second qui se lâche, et voilà. Mais c'est intéressant. Moi, ce que j'avais envie de faire surtout, c'est que le personnage, il a quand même résolu. Enfin, chaque personnage, donc les 3 personnages principaux, chasseur de primes, le héros et l'agent du BSI, les 3 ont quasiment tous réussi leur quête. Ou en tout cas, ils sont en train de la finir. Ouais. Le chasseur de primes, ben, finalement, il a fini son tas, c'est-à-dire qu'il a quand même récupéré de l'argent. Il arrête la mission, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, il l'arrête, il donne les infos au BSI. Le gars du BSI, il a résolu sa première quête sur Petchek, il a résolu l'enquête. Il récupère à la toute fin une information capitale qui change complètement sa mission, en fait, finalement. Parce que là, on est sur autre chose. Voilà. Et lui, les vidéos qu'il va avoir, il va dire, voilà, en fait, ce gars, s'il faut, voilà, c'est un Jedi, c'est un Sith ou je sais pas quoi, il va dire, en tout cas, il y a un truc qui est pas net. Donc, lui aussi, d'une certaine façon, il a atteint sa quête. Et le héros, il arrive à retrouver et à confronter le vrai responsable de la mort de son père. Et voilà, c'est juste après comment s'en sortir qui permet ça. Et comme tu l'as dit aussi, je trouve que d'ailleurs, tu sais, quand tu as des personnages trop forts, tu sais, qui peuvent tout faire, je trouve que c'est très compliqué à écrire parce que, mais du coup, comme ils sont tellement forts qu'ils peuvent sortir de toutes les situations très facilement. Ouais. Du coup, il n'y a pas de vrai danger, il n'y a pas de vraie limite en fait. Et du coup, c'est un peu dommage. Et même que des fois on t'en met, mais on te dit mais pourquoi il fait pas ça puisqu'il peut faire ci, il peut faire ça, etc. Donc quand on a un personnage très très fort, au-delà du fait qu'il y a moins d'enjeux, ben, du coup tu te dis mais il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Pourquoi il le fait pas en fait? Et moi du tout, je n'avais pas du tout envie de ça. Et en fait, j'avais envie de, entre guillemets, quelqu'un de normal qui vit un truc un peu qui le dépasse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'en parlais beaucoup avec Jean-François lors de la première interview. D'une certaine façon, j'ai retrouvé dans l'idée de moi, de ce que j'avais envie de rencontrer dans Star Wars, j'ai retrouvé un peu de Andor, tu vois, des gens ordinaires qui se font dépasser, qui se font prendre par des choses extraordinaires. Et c'est ça en fait que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire comment n'importe qui pourrait réagir dans des situations, voilà quoi. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et aussi comme tu l'as dit aussi, de pas avoir des personnages trop lisses, trop. Ouais, tu vois, trop. Je suis méchant parce que je suis méchant, ça n'a aucun intérêt. En plus, c'est le cas pour les deux. Hein. À la fois la chasseuse de primes et l'impérial, effectivement, c'est pas des méchants pour être méchants. C'est des gens qui font leur métier. Ouais. Avec leur propre éthique là, ou système de valeurs. Mais justement, tu vois, moi, si j'avais une critique sur la fin des 3 personnages, ce serait peut-être sur celle-là de l'Impérial. En termes de déception ou de pire-léderie, mais j'entends qu'à la fin, évidemment, dans l'épilogue, il y a une ouverture aussi pour les deux, pour le chasseuse de primes et l'Impérial. Mais c'est ce côté-là, parce que j'ai beaucoup aimé toute le plan qu'il met en place pour se sortir de sa situation là, en manipulant quelqu'un de révolté, bref. Puis en plus, en l'utilisant pour, pour se débarrasser d'une autre personne à qui il en veut. Alors, tout ça, j'ai trouvé ça génial. On est dans du pur BSI aussi. Tout ça, c'est super bien. Fait que c'est ça, à la fin, le fait que il se pointe sur Flekova. Et puis, disons que lui, sa fin capote un petit peu. Là. Sa mission, comme tu dis, là, que malheureusement tombe à l'eau un peu plus facilement. La chasseuse de primes, ben, on s'entend. On a déjà vu des chasseurs de primes avoir aucunement peur d'un Jedi ou de trucs comme ça. Les Cat Bane, les Boba Fett, tout ça. Ouais. Là, effectivement, ça aurait presque été, déplacé que ce soit son cas, dans le sens que ce qu'elle voit sur les écrans de sécurité, justement, l'explosion de force, là, justement, c'est tout à fait compréhensible que là, elle a la chienne, comme on dit ici,
Fait qu'elle trouve le premier moyen pour se sauver de là le plus vite possible, et avec raison, là. Parce que si elle avait essayé de le confronter, je pense que c'était la fin du personnage. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il il y a cet aspect-là. Sinon, Mais j'ai juste, ouais, avant de laisser la parole à Claude pour la fin, là, je vais être franc avec toi, là, Loïc, je vais être très transparent. Quand je suis arrivé avec cette explosion de force-là, là, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. Mais vraiment, là, je suis revenu en arrière des pages. Là, je comprenais rien. Puis je te jure, Loïc, je suis transparent avec toi, là, à ce moment précis-là, là, la note que j'avais en tête, elle a baissé de 1 à 1,5 points. J'étais là, mais d'où ça... Là, j'étais là, j'étais pas sûr, c'est-tu la force, c'est-tu un vampire? Je comprenais rien. Un vampire, ah ouais. Ah non, j'étais là, ben voyons donc. Et, Puis là, quand j'ai fait, lu l'épilogue, ouais. t'as récupéré tous tes points. J'étais là, bravo, bon punch. Ça sort pas de nulle part parce que tu dis, ah, elle est morte, ah, non, finalement, elle a survécu, mais elle s'est sauvée. Ça marchait. En fait, justement, cette fin-là, ben, dans la suite du roman, je vais l'évoquer, on va développer des choses, je vais développer des choses. C'est pour ça que, et puis il y a le propos après en général que j'ai envie de raconter, mais justement, je vais développer en tout cas un certain nombre de choses par rapport à ça. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura des Jedi et des Sith, pas du tout, mais on va creuser ça en fait. C'est-à-dire que là, la suite, il y aura, j'aimerais juste finir mon histoire avec un deuxième roman, et après ce sera terminé. Mais on va creuser cet aspect-là, on va le creuser pas mal, parce que même dans l'épilogue, on le voit, le personnage principal, il est choqué de ce qu'il a fait, en fait. Et donc, il va se passer plein de choses. On voit que c'est quand même un personnage qui se pose des questions, qui hésite, qui a des doutes. Et donc, on va pas en rester là, entre guillemets. C'est aussi un personnage qui veut des réponses. Et donc, on va creuser ça. Mais je comprends que ça t'ait un peu perturbé. Mais en vrai... Dans le roman, en fait, j'ai mis des petits trucs, en fait. En gros, dans le roman... Des petits indices. Alors, des indices, en tout cas, on voit qu'il y a quand même... Le personnage tout le long du roman accumule énormément de frustrations, des petites et des grandes. Oui. Dans plein de petits moments, en vrai, par rapport à Ramkota, par rapport au début, dans le premier arc narratif, il tombe en dépression. Donc c'est quand même quelqu'un aussi qui psychologiquement, il est jeune et donc il est très touché, il est atteint, il peut avoir des actes de violence, il en a eu un d'ailleurs envers son droïde. Donc justement, j'ai envie de montrer quelqu'un qui était fragile, ce qui est normal quand on est jeune et qu'on subit des épreuves. Ça peut marquer, ça peut traumatiser. Et j'ai envie de montrer ça en fait. Et j'ai montré un peu, j'ai essayé de mettre comme ça de façon assez subtile cette accumulation de petites choses, de moments hauts et de moments vraiment très durs. Et on voit... avec Assia, notamment, je trouvais que ça c'était assez intéressant d'avoir cette histoire d'amour-là. Et en plus, c'est un premier amour, du coup. Oui. Et beaucoup de naïveté, en plus de sa part. Et alors qu'en fait, voilà, tout est... Voilà. Et j'avais envie, justement, que ce soit... avec tout ce qu'il a vécu, ce qui se passe à la toute fin, c'est le point de basculement où, en fait, trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Et en fait, comme à travers justement, du coup, sa mère, du coup, il a hérité de ce pouvoir-là, voilà. Et donc, du coup, voilà. Et ça, du coup, je l'avais un peu dans le troisième chapitre, on en parle, quand il reçoit le quatrième chapitre, il reçoit l'héritage, il voit l'holocron, mais il ne sait pas ce que c'est, puisque ça ne se voit pas, il voit juste un truc, voilà. Et son père lui dit un mensonge, et voilà. Mais pareil, tout cet aspect-là, il y aura évidemment des réponses dans le 2. Ah, ben c'est correct. La parole à Claude, ça fait comme un petit bout que Claude n'a pas parlé. Hein? Oui, il y a absolument de quelque chose qu'il faut qu'on parle avant qu'on termine, mais de toute façon, c'est pas terminé, là, au pire. Là. Mais sérieusement, ça, c'est vraiment un coup de génie aussi. C'est toutes les allusions que tu mets dans le livre comme un peu, je me rappelle plus si c'est le responsable de la sécurité ou quelque chose que tu as appelé Monsieur Zahn, qui est en rapport avec Timothy Zahn, dans le fond. Les clins d'œil. Oui, les clins d'œil, j'en ai fait plein. Ouais. Tous les clins d'œil, là, THX, il y en a beaucoup là, en arrière, là, ceux qui ont la copie là, peuvent voir, là, puis on les rencontre aussi au cours des chapitres et tout. Ça, sérieusement, là, j'ai vraiment trippé, puis je pense que Monsieur Zahn, c'est peut-être le premier aussi qu'on rencontre là, au niveau
niveau du clin d'œil. Je ne sais pas si c'est le premier, L'un des mais premiers, ouais. bon, puis ça m'a comme tout de suite ouvert, Monsieur Zahn, OK? Puis là, quand tu vois à la fin que c'est des liens, je trouve ça vraiment... Parce que c'est un petit plus qui peut paraître niaiseux un peu, mais c'est un petit plus qui fait toute la différence. C'est comme dans un film, hein, les Easter eggs, ça récompense les fans. Peu importe, ceux que tu comprends pas, ben c'est pas grave, tu passes par-dessus. Ceux que tu comprends, c'est une petite récompense là, pour le lecteur. Je l'ai montré d'ailleurs à Timothy. Je lui ai montré que j'avais fait un clin d'œil dans mon écriture. J'avais écrit ça parce que, forcément, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Ouais, les petits clins d'œil. Mais en fait, je rebondis sur ce que disait Jean-François au tout début. J'ai beaucoup aimé, moi, justement, mettre des petits détails pour les hard fans, tu vois. Comme tu dis, Jean-François, les mecs qui vont vérifier. Ah, il parle de tel vaisseau, tel machin. Est-ce qu'il existait vraiment? Tac, 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 on cherche. Et voilà. Et ça, j'ai adoré faire ça parce que, en fait, j'ai une formation d'historien à la base, donc je suis assez des fois attaché aux détails. Et j'aime bien mettre vraiment plein de petits bouts de lore comme ça, mais des trucs un peu nébuleux, mais voilà. Quasiment. Alors, Flekova, je l'ai inventé. Et voilà. Et d'ailleurs, alors je sais pas comment vous l'avez perçu dans la planète, mais j'ai passé pas mal de temps à me renseigner sur les volcans et tout ça, les termes techniques. J'ai passé du temps, mon gars. Mais j'avais envie justement que ce soit crédible. Plus ou moins. Donc j'ai passé du temps là-dessus. Mais sinon, ouais, les planètes, Petchek, Dembalen, c'est des planètes qu'on peut retrouver dans un obscur lore du légende ou du canon. Donc ouais, et donc les noms, les vaisseaux, etc. J'ai aimé faire ça. Et j'ai aimé aussi, effectivement, comme tu l'as dit, Claude, faire plein de petits easter eggs à la fois personnels, sur mes goûts personnels à moi, et à la fois sur ce que j'aime. Voilà, donc il y a l'Attaque des Titans, il y a Star Wars évidemment, il y a Andor aussi que j'ai mis à la fin. Il y a, justement, je fais un peu une mise en analyse. Hein? Trône de fer, je crois. Ouais, THX. Ouais, voilà. Il y a aussi le Korolev, donc c'est dans l'Escadron Rogue justement. C'est le nom, je crois, d'une corvette corélienne dans le premier chapitre, dans la simulation justement. Je crois que c'est ça. Et du coup, j'aimais bien aussi faire un clin d'œil à ça. Donc du coup, ouais, j'ai aimé, ça m'a fait kiffer aussi, en fait, faire des clins d'œil. Je vais pas te mentir. Ouais, t'as bien fait de les lister à la fin. C'est comme un espèce d'index là, qu'on a à la fin, un glossaire. Là, ouais. Sinon, moi, avant de conclure, Claude, j'aimerais mentionner sur l'aspect, je n'ai parlé tantôt en partie non spoilers, un peu sur l'aspect physique ou tout ça. Moi, personnellement, la quantité, on va dire, l'ampleur du projet m'a pas freiné. Là. Ça me fait penser, par exemple, à Dune. Le premier tome est une grosse brique aussi. Après, c'est ça que je vais trouver dommage, c'est que malheureusement, il y en a qui s'y aventureront pas à cause de la quantité. Donc, évidemment, au début, pendant ma lecture, je me disais à quel point il y aurait moyen de diviser en deux ou quelque chose comme ça. Évidemment que c'est clairement des questions que tu as eu à te poser. Puis au final, je vois pas très bien comment tu aurais pu le couper en 2 ou 3 tomes. Ça aurait été difficile. Il aurait fallu que tu crées vraiment des cliffhangers là, additionnels, on va dire, à des sections. Mais c'est dommage. En tout cas, j'encourage les gens à le lire quand même. Parce qu'effectivement, puis tu sais, je crois en plus que il y a quand même comme dans tout pays, au niveau culturel, tout ça, il y a des différences chez le lectorat, puis les habitudes de lecture. Donc, fait, je pense que pour la France, c'est déjà moins un frein aussi, cette grosseur de volume-là, que par exemple pour les Québécois, où est-ce que c'est relativement inhabituel. Puis c'est ça, dans Star Wars, ça va être dans la bibliothèque, ça va être pas mal le plus épais qu'on a dans la bibliothèque. T'sais. Fait que je trouve juste ça dommage. Et évidemment que ça n'enlève rien à la qualité du récit, là, vraiment pas. Puis ça fait encore un récit encore plus, probablement qualitatif. Mais c'est ça, malheureusement, ça va freiner des gens. Même on parlait de la grosseur de l'écriture tantôt, le moindrement, il y a des gens pour qui c'est un problème là, au niveau des yeux. Là. On me l'a dit. Même moi, en théorie, j'ai une vision de pilote de chasse, là, puis il y a des moments, je sentais pas le mal de tête, mais pas loin, là, parce qu'effectivement, c'est écrit petit. Fait que c'est évidemment que là, on est dans le pur format, on se le cachera pas, ça ne change rien à la note ou quoi que ce soit, là, à la qualité de l'œuvre. Mais c'est ça, c'est malheureux parce qu'il y en a que ça va freiner.
En fait, par rapport à ça, j'ai trouvé plusieurs choses. En fait, donc déjà par rapport au roman, à la mise en... Alors j'ai tout fait tout seul en fait. J'ai eu des relecteurs, mais même si c'est pas encore parfait, mais donc j'ai eu des relecteurs, mais la mise en page, j'ai tout fait tout seul. Même les tableaux qu'on voit au début, tout ça, j'ai tout fait tout seul. Et je suis pas un pro non plus, tu vois, en maîtriser Word et tout ça. Je suis pas un expert. Je pense notamment à Antoine, si jamais il voit la vidéo, lui, je sais que c'est une machine de guerre et on en parlait. J'ai appris ça aussi avec Antoine, mais t'en parles aussi, Jean-François, avec Lucille. Par exemple, dans Star Wars, il y a une typographie, enfin des règles d'orthographe propres à Star Wars. Tu sais, Oui, sur oui. certains mots, etc. Donc il y a en vrai plein de choses que j'ai pas réussi, que je maîtrise pas bien en vrai. Voilà. Et pour le roman, en fait, en fait, je me suis retrouvé bloqué par le nombre de pages en fait. Il y avait trop de pages. C'est-à-dire que même en passant par un éditeur, enfin là j'ai passé par une maison de l'auto-impression quoi, et en fait il me disait on peut faire 700 pages maximum, c'est pour le dos carré collé, pour que ça tienne, sinon ça tient pas. Et donc du coup, à la base normalement, l'écriture du roman, il y a une taille de plus au moins, une taille ou une taille et demie de plus. Et j'ai dû réduire pour faire rentrer dans les 700 pages, parce que sinon ça montait à 850 en fait. Et comme tu l'as dit, sinon j'aurais dû faire 2 tomes, mais j'avais pas du tout envie de faire ça. Et voilà. Mais maintenant, effectivement, j'ai pensé à ça aussi, parce que je fais des conventions, tout ça. Et donc là, alors là, j'ai mis un peu en pause, mais je pense que je vais m'y remettre cet été. Donc j'ai un projet annexe, entre guillemets, j'en ai parlé un peu à Jean-François, c'est de faire un petit recueil de nouvelles. J'ai commencé à faire, mais plus petit, tu vois, une centaine de pages. En fait, donc j'ai déjà commencé en fait à donner aux gens quand je fais des salons ça. C'est une nouvelle, c'est un prospectus du coup, tu vois, qui se déplie, tu vois, qui se lit donc très vite. Et ça me sert entre guillemets de publicité, c'est pour, je les donne aux gens, c'est gratuit, et ils lisent. Et si ça leur plaît l'écriture, ben, ça peut leur donner envie d'acheter mon roman en salon. Et donc ça, c'est un premier truc. Et donc, je vais intégrer cette nouvelle, je vais la retravailler un tout petit peu, dans un recueil peut-être une dizaine, une quinzaine de nouvelles, pas non, une douzaine de nouvelles. Et en fait, l'idée donc de ces nouvelles, en plus, c'est, j'ai 2 axes pour ces nouvelles. C'est essayer de trouver différents styles, enfin de raconter pas tout le temps la même chose. Et ensuite, de relier ces nouvelles par un petit fil à ce que j'ai écrit. Là, par exemple, la première, ici, là, donc c'est un fragment de Scarif. Donc, ce que j'ai kiffé à faire, c'est j'ai raconté la bataille de Scarif du point de vue d'un pilote de chasse. On n'est pas prévu. On est raccord. Ouais, c'est vrai. On est raccord. Concept. Et l'idée, c'était donc de raconter la bataille de Scarif d'un point de vue d'un pilote de chasseur-taille. Tu vois. Et en fait, c'est ça, d'abord un petit bout de la bataille. Et en fait, là où je raccroche avec mon roman, c'est que le pilote qu'on suit, c'est un des gars qui faisait partie de l'escadron, de l'escadrille du héros sur Corellag. C'est un des personnages très secondaires, on dit son nom vite fait. Et voilà. Et je trouvais ça intéressant de faire ça. Ça me permet d'exploiter plein de choses. Et donc, je vais faire des petites choses comme ça. En fait, j'ai envie que ce recueil de nouvelles, il puisse se lire sans avoir lu quoi que ce soit un bon moment de lecture. Et pour ceux qui ont lu le roman, que ce soit un petit truc en plus. Ouais, c'est cool. Là, je suis en train de travailler sur un petit what if par rapport à... Bref, ça va être cool. Un peu comme Star Wars Infinities. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 choses que j'ai trouvées, effectivement, comme tu l'as dit, pour peut-être dire aux gens, regardez, j'écris pas si mal, ça se lit vite. Et c'est pour ça aussi qu'effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à la structure de l'histoire, chapitres courts, etc. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, un pavé de 700 pages, ça donne envie à personne. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de faire une couverture attirante, d'avoir aussi un peu des choses dans le roman, c'est-à-dire au début, on prend la mise en page, il y a la chronologie, il y a les easter eggs, il y a un glossaire, il y a plein de petites choses avant et après. Mais voilà. Mais du coup, à la mise en page, c'était pas simple, c'est toujours pas simple d'ailleurs. Ouais, effectivement. Voilà, je suis un expert. Confirme. Mais en fait, à la base, moi, si j'ai écrit ce truc, c'est que j'avais envie d'avoir mon propre roman Star Wars dans ma bibliothèque, en fait, et de pas avoir forcément de différence, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ouais. Ben, c'est mission accomplie. Puis, dernier conseil critique que je ferais, c'est ou prévenir peut-être les lecteurs québécois. Il y a quand même de temps à autre des tournures de phrases ou des expressions purement françaises que pour un Québécois,
C'est vraiment, ça accroche énormément. Mais tu sais, je dis critique, mais je sais que c'est vraiment pas évident parce qu'évidemment, comment dire, toute notre conscience linguistique est basée sur notre vie là, locale. Tu sais, Non. par exemple, justement, sur les projets de traduction, je collabore sur plusieurs projets avec des gens un peu partout, dont Antoine, qu'on salue, là, que vous avez nommé quelques fois, qui lui est en Suisse. Donc là, Ouais. effectivement, des fois, on s'ostine, comme on dit ici, là, on argumente sur certaines traductions, certaines expressions que lui, ça y dit absolument rien. Tu sais, alors que pour nous, c'est du français officiel, c'est comme ça que ça doit même s'écrire dans un document public. Tu sais, mais non, ça fait que ça, c'est pas facile. Mais effectivement, puis je les ai pas notés, là, fait que j'ai pas énormément comment dire, d'exemples qui me reviennent là, mais je sais qu'à quelques moments, je me disais, Ah, ouais. ça, tu comprends que l'auteur est pas, je sais pas moi, néo-zélandais. Là. Tu sais, ça fait vraiment français. Puis le pire, c'est que probablement, évidemment, nous, on connaît pas vos différences régionales aussi en Oui, France. Hein. oui, Je pense oui. que toi, tu es dans le sud, hein, dans Toulouse ou dans ce coin-là. À Toulouse, à Toulouse. Enfin, Donc, j'ai eu longtemps un collègue toulousain. Mais Ah, bref, fait que tu sais, j'imagine qu'un Marseillais ou un Parisien, il dirait, oui, ah, oui. ça, c'est un Toulousain. Là. Ouais. C'est ce que je disais sur le groupe, là, sous il y a chocolat, chocolatine et tout ça, là. Je disais Ouais, c'est vrai. avec, avec toi, je crois, je sais plus. Oui, Claude, tu as dit quelque chose? Juste rajouter, par exemple, à ce rapport-là, par exemple, parce qu'il y a raison, Francis, à ce niveau-là. Tu sais, moi, je lis beaucoup, puis j'ai lu beaucoup de fantaisie européen, tu sais. Puis il y a vraiment des auteurs européennes que je suis vraiment pas capable parce que, sérieusement, le contenu est vraiment européen, là, énormément, là. Là, comme qui dit Francis, effectivement, on fait face à certaines expressions, à certaines choses. Mais si je peux vous résumer ça, c'est quand même lisable pour un Québécois, là, tu sais. Parce que j'ai lu des affaires des fois qui sont vraiment difficiles à lire pour un Québécois, là, mais là, on n'est pas là-dedans, pantoute, là. As-tu autre chose Ouais, à puis rajouter, Claude? Oui, excuse-moi, Franck, je ne dois pas t'interrompre. non, j'allais dire un peu sous ce thème-là, Claude, on n'est pas non plus dans moi ce que j'appelle de la masturbation littéraire. Là. Des fois, quand on lit des grandes œuvres de grands auteurs français, tu sais, je pense entre autres, par exemple, il y a Le Mage du Kremlin là, qui sort au cinéma, là, tu sais, l'adaptation sort au cinéma. Moi, c'est une des œuvres, quand je l'ai lu, j'ai fait bon, OK, on comprend pourquoi ça a gagné plein de prix. Après, de mon point de vue, pour moi, c'est de la masturbation littéraire. Là. C'est vraiment, tu sais, une phrase d'une ligne se transforme en 10 lignes juste pour ajouter toutes sortes de qualificatifs puis toutes sortes de, tu sais, Ouais. bon. Fait Des qu'on n'est fois, pas là-dedans du tout là, pour rassurer Non, c'est vrai, les c'est vrai. lecteurs. Non, c'est vrai. Le rythme est bon, c'est efficace, etc. Parce qu'en même temps, c'est un roman Star Wars, il ne faut pas non plus que tu t'éloignes trop de l'habitude des lecteurs Ouais. de romans Star Wars. Et habituellement, c'est de la traduction d'anglais, principalement américain ou britannique. Là. Mhm. Mais où est-ce qu'effectivement, c'est quand même différent de la grande littérature française. Là, Oui, Ouais, Claude, ça en a effet. dit quelque chose? Je vais terminer avec ça, puis je crois que c'est quand même important qu'on en parle, puis Francis va être d'accord avec moi, j'imagine, là-dessus. J'aimerais terminer, on voit la couverture, toi tu le vois peut-être pas, le GF, là, mais à ta droite, dans le fond, on voit la couverture là, du livre de Loïc. Et puis, Francis et moi, on a travaillé sur des couvertures. Là. Moi, j'en ai fait 2 pour Mélanie, ma copine, là, qui est autrice. Là. Et puis, c'est vraiment, vraiment pas facile de faire une couverture, sérieusement. Là. Mais je rends hommage à la tienne, Loïc, là, parce que, tu sais, t'as mis la planète, t'as mis les personnages principaux, t'as mis quelques vaisseaux. Puis, en arrière du Star Wars, il y a le gros destroyer, tu sais, qui est comme caché un peu, mais on le voit. Puis j'aime vraiment bien comment tu l'as représenté. Là. Puis je suis sûr que, Francis va comprendre, là, je suis sûr que ça n'a pas dû être facile de choisir cette photo-là. Là. C'est tout le temps très difficile à ce niveau-là, là, mais bravo. Mais merci. Alors, en fait, cette couverture, en fait, donc, je l'ai créée, enfin, on l'a créée parce que on était à 2. On est en 2026, donc ça fait 13-14 ans qu'elle a été créée, cette couverture, au moins. En fait, donc, moi, je me suis inspiré pour la composition. En fait, c'est moi qui ai fait la composition.
C'est moi qui ai proposé, qui m'a dit tiens, j'aimerais ça là, ça comme ça. Les différents éléments, c'est moi qui les ai placés et qui les ai choisis, qui les ai voulus. Je me suis inspiré des jaquettes de Knight of the Old Republic, KOTOR 1, KOTOR 2, dans les couleurs, dans la disposition. Et après, donc, c'était une ex qui était illustratrice qui m'a donc après mis tout ça, qui l'a façonné, qui a mis les couleurs. Voilà, on a travaillé, on vivait ensemble à l'époque, donc elle m'a fait ça. Donc oui, elle a fait un super boulot là-dessus. Et voilà, donc on l'a fait ensemble et à chaque fois, moi j'étais dans la composition et elle était dans la technique, elle faisait sur les logiciels, tout ça. Donc voilà, mais je trouvais que c'était très important parce qu'une couverture, il faut que ça donne envie, quoi. Et si on a une couverture qui donne pas trop envie, comme tu l'as dit, a fortiori pour un roman qui fait 700 pages, c'est un peu... voilà. Donc du coup, j'avais envie vraiment d'avoir une couverture à la fois typique de Star Wars, vraiment un truc où on se dit, ah, ça c'est du Star Wars, et en même temps, qui attire quand même, qui pose des questions, et voilà, et qui raconte des petites choses aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été un travail un petit peu long, mais c'était très important. La page couverture, c'est tout le temps bien important, effectivement, puis tough, là, mais bon. Oui, Jeff. Oui, excuse-moi, mais c'était bien ce que tu as apporté sur la page couverture, soit dit en passant, Claude. Avant de passer à la note, juste amener un petit peu, on avait abordé au début, canon légende. Je ne sais pas pour vous deux, moi, personnellement, je me suis senti plus dans le canon que dans le légende. La présence du BSI. Moi, une affaire que j'ai aimé que Disney a amené quand ils ont acheté Star Wars, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tu sais, comme je parlais tantôt de l'agent BSI au début, qui était il avait l'air vraiment méchant pour être méchant, mais c'était pas le cas. L'utilisateur de la Force, on ne sait pas, c'est Jedi Sith. Je trouve dans Star Wars, Légende, c'est Sith. Ouais. Oui, t'en as d'autres, mais souvent, c'est Jedi ou Sith. Tous des trucs comme ça là, que je me suis puis senti... je sais pas, c'est peut-être toi, Loïc, qui pourrait nous le dire. Là. On commençait l'émission là-dessus tout à l'heure, là, mais est-ce qu'il y a des éléments que toi-même, tu es conscient que ça entre en conflit avec Alors, en telle fait, continuité? c'est pour ça que moi j'ai apprécié, j'avais envie d'une histoire qui soit à la fois compatible avec le légende, avec le canon. Et du coup, comme j'ai inventé mes personnages, et j'ai inventé une planète, mais voilà, mais sinon, en fait, voilà. Le seul petit point qui pourrait être à partir de légende, c'est la présence de Ram Kota. Sauf que finalement, Ram Kota, de par son caractère, le personnage, la façon dont il est écrit, moi je trouve que Ram Kota, il ressemble beaucoup sur le genre de personnage, même si c'est pas exactement le même, mais dans le style. Il me fait beaucoup penser à Kanan Jarrus dans Rebelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est... alors même si c'est pas les mêmes personnages, mais ils ont des similitudes, je trouve. Et moi, dans mon roman, j'ai mis Ram Kota, parce que j'avais beaucoup aimé le jeu vidéo et les romans d'ailleurs, hein, il y a 2 romans. Et bon, sa présence est très ténue, quoi. Elle n'est pas du tout... voilà. Donc, en fait, pour que le roman soit 100% canon, par exemple, on le remplace par quelqu'un d'autre. Parce que, d'ailleurs, c'était sur le groupe, on faisait la liste des Jedi qui ont survécu, et il y en a toujours de plus en plus. Donc, on peut prendre presque lui ou un autre, ça ne change rien, parce que l'histoire qu'on raconte, finalement, c'est que le père du héros, c'était un soldat... Il a fait la guerre des clones, donc forcément, il est potentiellement amené à sympathiser, à croiser des Jedi, à sympathiser avec eux. Et donc, du coup, que ce soit Ram Kota ou un autre, hormis ça, ça change rien. Ouais. Ça change rien. On peut mettre Ram Kota, Kanan, globalement, on peut mettre presque n'importe qui, ça ne change rien parce qu'il n'y a pas d'impact sur, il n'a pas de place vraiment dans le roman. Donc, j'avais envie d'un roman qui soit à la fois canon, à la fois qui réponde aux légendes et qui réponde aussi au canon, justement parce que j'avais ce doux rêve d'être un jour publié et que ça sorte officiellement. Et je m'étais dit, je ne vais pas m'embarquer dans des personnages. La suite des personnages, j'avais envie d'écrire ma propre histoire, mes propres personnages, dans un univers que j'aime beaucoup et que je maîtrise. Et c'est ça que j'avais envie de faire. Donc, ça peut être à la fois canon et légende. Voilà ce que j'ai envie de répondre. Ouais. Voilà. Sinon, vous deux, quand vous avez Claude, tu te sens plus canon, légende ou pas de différence? Ouais, je dirais les deux, Moutou, un peu, là. Toi, Francis? T'es pas d'accord avec la légende? Ouais, j'en ai quand même lu quelques-uns. Pas nécessairement pile à cette... je suis en train de penser aux différents. Là, à cette période-là, moins. Peut-être un peu. Mais je parle de période chronologique. Là.
Mais non, c'est ça. J'ai l'impression que ça s'inscrit très bien dans les deux, mais ouais, j'y avais pas fait la réflexion, mais tu as raison, Jean-François, qu'effectivement, dans les légendes, on est plus, ben, c'est soit Jedi, soit Sith. Il y a très peu, même si oui, il y avait des Jedi gris et tout ça, là, mais bref, comprenez le principe. Où est-ce que le canon a apporté toutes les multiples églises de la force là, sur Jeddah puis tout ça, là, tu sais. Même s'il y en avait quand même un petit peu, là. Par exemple, je reviens à Darth Plagueis, il me semble qu'il y avait des... C'était quoi, dont les sorciers de Tum nommés, ou en tout cas certaines des trucs qu'on va retrouver sur Jeddah. Bref, non, c'est ça. Ça s'inscrit très bien dans les deux de mon point de vue. Puis, tu sais, au niveau des vaisseaux aussi, là, tu l'as mentionné, Jean-François, tout à l'heure, mais j'ai pas repéré non plus de trucs purement légende, là, tu sais, parce qu'on sait que, par exemple, l'Empire avait toutes sortes de vaisseaux qui sont pas dans le canon. Donc, là, de ce côté-là non plus, j'ai rien repéré d'enjeux ou quoi que ce soit, ou par exemple, droïdes ou peu importe, là, d'organisation. Fait que c'est sûr que l'aspect, par contre, Soleil Noir, même si le Soleil Noir est dans le canon, là, c'est pas ça le problème. Oui, ça a On été se le remarqué. cachera pas. Le Ouais. Soleil Noir est quand même beaucoup plus typé légende. Là. Donc, Oui, l'histoire, c'est plus légendé. ouais. Ouais. Mais tu sais, il était dans The Clone Wars, tout ça. Là. Puis, ça aussi, c'est une affaire. Écoute, les gens qui trippent Soleil Noir, puis tu sais, parce que c'est en plus la nostalgie, par exemple, du jeu sur la N64, là, puis les ombres de l'Empire, puis tout ce qui y allait avec. Moi, c'est pas du tout mon cas. Personnellement, Soleil Noir, j'ai beaucoup de mal avec ce concept-là dans Star Wars. D'ailleurs, ici, Jean va clin d'œil à Jean, mais tes personnages du Soleil Noir, là, il y a pas, c'est quoi, c'est le prince Shizor qui, tu sais, les histoires de phéromones, tout ça, là, tu sais, tu lui fais pas, tu lui fais pas référence. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un fan j'ai quand même apprécié. Mais dans les grandes organisations criminelles, c'est celle qui m'intéresse le moins, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Et là, mesdames et messieurs, on va passer au moment que Loïc, ça fait, je pense, depuis qu'il sait qu'on va faire un podcast sur son roman, qui ne dort plus. Là, vous voyez les cernes, là, Loïc ne dort plus à cause de nous. Il va avoir sa note. Ouais. Qui est le corde juste à côté. Mais Claude, vas-y, c'est toi le premier qui se plonge pour donner la note. Écoute, pour y éviter malheureusement quelques bouteilles de pastis de plus, on va y aller avec la note avant que Loïc soit plus capable puis qu'il se pitche dans l'alcool. Écoute, je pense que, tu sais, sérieusement, moi, mes notes, comme vous savez, je mets jamais 10, j'ai jamais mis 10, donc 9.5, c'est de 0 à 9.5. Donc, je vais y mettre un 8 sur 10. Et puis, je crois que c'est une très, 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 très belle note parce que quand on monte dans les 8.5, les 9 et les 9.5, normalement, c'est vraiment des romans que j'ai lus qui sont vraiment excellents. Et puis, en le classant à 8, ça lui donne vraiment quelque chose de vraiment solide, je crois. Là. Puis, je pense qu'il mérite amplement. C'est un travail vraiment, vraiment... Sérieusement... Dernièrement, j'ai lu des choses qui volaient vraiment pas haut là, de Star Wars. Là. OK, là, sérieusement, oui. Fait que celui-là a amené un baume à mon esprit. Et puis, j'ai comme fait, oh, merci, enfin, quelque chose qui est réconfortant et qui est bon. Donc, je mets un 8 sur 10 très, très, très bien. Là, puis tu le mérites amplement. Ben, écoute, merci Claude. C'est parti. Merci beaucoup. Et celui qu'on a invité pour éviter la complaisance, qu'est-ce qu'il en dit, M. Francis? Ouais, pour rappel, là, on n'est pas sur le même logiciel, ça apparaît pas, hein, mais moi, mon habitude, mon petit surnom, c'est le côté obscur de Star Wars en direct, là, dans le sens que effectivement, ça peut. Puis dans les romans, entre autres, on se le cachera pas, généralement, Jean donne des meilleures notes que les miennes. Là, bon. Fait que dans mon système de notation, j'ai quand même du parfait. Peut-être contrairement à Claude, là, mais j'ai du 20 sur 20. Puis j'ai c'est quoi le plus bas que j'ai? Peut-être du 5 sur 20 dans le canon. Ouais, c'est à peu près ça, moi aussi. Ouais. C'est ça, j'ai l'étalage. Moi aussi, écoute, tu m'as volé ma note, Claude. Moi aussi, j'y allais avec un 16 sur 20, là, donc un 8 sur 10. Écoute, pour donner une idée, dans le canon, là, ça donne, sur du 8 sur 10, j'ai Tarkin. J'ai, par exemple, le premier 30, l'Ascendance, le premier des trois, si je ne me trompe pas.
Ah non, c'est le troisième. Tu sais, plus récemment, il y avait la bataille de Jeddah, par exemple, là, dans la Haute République. Puis tu sais, comme je disais tantôt, j'ai des notes moins bonnes, pourtant avec des auteurs comme du Zahn, du James Luceno, etc. Là. Ouais. Ben, dans les légendes, écoute, j'ai aussi, par exemple, Vent de trahison. Très bon roman, là, mais à qui j'avais donné un Ouais. 16/20. Fait que, bref, c'est ça. Moi, pour moi, c'est dans cette catégorie-là que ça se classe. Comme je disais, là, le fait que ce soit fanfiction versus canon versus légende, pour moi, fait pas de différence. C'est vraiment une très bonne œuvre à lire, puis en espérant une suite. Là, en fait, Ouais. je te trouve cruel un peu, Loïc. Tu sais, je trouve que tu aurais pu te dépêcher comment dire, que la suite soit déjà prête. Là. Je vais refaire mon fan là, tu sais, qui veut Ah, putain. toujours tout de suite la suite. Là. Ouais. Mais tu l'auras Fait que pas Mais bien tout en de hâte de suite. lire Renaissance. Hein, c'est je ça? pense que je ne mettrai pas, parce que celui-là, j'ai commencé à l'écrire en 2013. Mhm. Et il y a eu quelques moments de pause et tout ça, mais bon, j'ai mis quand même du temps à l'écrire. Et il y a vraiment eu une grosse accélération les 4 dernières années, entre 2022 et 2025. Et non, là, la suite, je ne mettrai pas autant. Je pense pas. Je OK. pense que je mettrai quelques années, mais voilà, en fait, On j'essaie va aussi te de mettre un faire. échéancier, là. Ben, en fait, Ouais, c'est ça. l'échéancier, c'est un peu aussi les salons, en fait, et notamment le salon QC Génération Star Wars, là, qui est dans quelques jours. Cette année, j'y serai pas, mais l'année prochaine, j'y serai. Et par exemple, pour l'année prochaine, je me suis fixé l'objectif d'avoir le recueil de nouvelles terminé, par Mm. exemple. Et j'y vais à peu près tous les 2 ans, et si ça continue comme ça. Et du coup, ben, j'espère, du coup, d'ici 4 ans, peut-être, avoir la suite et la fin enfin, le 2. Ah! Voilà, mais j'en suis pas là encore, Mhm. je dis ça, mais je pense que c'est ambitieux. Mais je sais pas, je me suis aussi prouvé à moi-même parce que bon, du coup, moi je suis professeur des écoles, j'ai beaucoup de travail à côté. Donc c'est vraiment pas du tout mon. En fait, encore une fois, je suis pas du tout écrivain, c'est pas mon métier. À Mhm. aucun moment je me considère comme écrivain ni quoi que ce soit. Je me considère juste comme un fan de Star Wars, déterminé, quoi, c'est tout. Et comme tu l'as dit, c'est le seul roman que j'ai réussi à finir et arriver au bout. Parce que c'est pas les idées trop qui me manquent, c'est plus le temps, l'envie, la motivation. Et puis je suis pas un bon écrivain, pas du tout. Je suis très laborieux pour écrire. Je prends beaucoup de Mm. temps, beaucoup de relecture, je retravaille beaucoup les trucs. Donc ça prend du temps d'écrire en fait. Parce que je rencontrais plein de gens qui écrivent. Il y a des gens comme ça, premier jet, c'est parfait. Mais Ouais. je suis hyper admiratif de ces gens-là. Je sais pas comment ils font. T'as un Ouais, premier ouais. jet, il est dégueu. Mais vu tout l'aspect, faut que tu rattaches tout ça à l'univers Star Wars, puis tu sais, toutes les Easter eggs, puis tout, il faut que ce soit les bons vaisseaux, les bonnes races. Écrire d'un seul trait, là, puis que ça serait parfait, là, Ouais, ça serait surprenant. Ouais. c'est vrai, mais Mais j'ai une question, puis Jean-François, j'arrête après là, pour que tu puisses donner ta note. Mais ça me fait penser justement, vu que tu avais prévu que ta suite s'appellerait Renaissance, est-ce que tu as l'intention de changer un truc, vu qu'entre-temps, il est sorti un Star Wars Renaissance, un roman qui s'appelle Star Wars Renaissance? Ah, je savais Hmm. pas. Ah non. OK. En fait, Ouais, il y en c'est. a un dans le canon et un dans la légende qui s'appelle Renaissance. Il y en a un dans chaque Ah, continuité. Ah, C'est je vrai. savais pas. Non, non, je n'ai pas prévu de le changer parce que quand j'ai pensé à mon histoire, j'avais déjà toute la structure du 1 et j'avais déjà ce que je voulais faire dans le 2 en fait. hmm, Donc ça, je l'ai toujours dans la tête. C'est juste en écrivant que l'histoire, elle s'est un peu étoffée, elle a pris des petits embranchements que j'avais pas prévus au départ, mais globalement, je savais très bien ce que je voulais raconter, où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire avec mes personnages et où est-ce que je veux aller. C'est juste que des fois, et ça c'est après en vrai c'était très riche d'écrire ce roman parce que j'ai appris plein de choses sur l'écriture, sur la relecture, sur la construction d'une histoire. Enfin moi c'était très enrichissant. Voilà. Et d'ailleurs, donc pour revenir simplement je fais une parenthèse, parce qu'on en a parlé un petit peu au début aussi, de la fanfiction en général. Alors, il y a des fois des trucs effectivement qui ont une qualité, voilà, parce que les gens commencent à écrire et voilà. Je pense qu'il faut faire juste preuve de tolérance et vraiment de bienveillance, voilà, en disant quand même les choses, mais voilà. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent. Comme je l'ai dit, il y a des sites Star Wars Universe et d'autres sites où il y a des onglets fanfiction, il y a des choses, il y a des gens qui ont écrit des tonnes de trucs, et il y a plein de choses qui sont super bien écrites et qui n'ont rien à envier à des auteurs qu'on lit en fait. Et que ce soit dans l'univers de Star Wars, et puis donc, comme je l'ai dit, moi, on l'a dit en off, il y a aussi donc des gens qui ont écrit des fanfictions sur Harry Potter en papier. J'en ai acheté, j'ai déjà lu 2 romans d'une autrice. Franchement, c'est la qualité d'écriture est incroyable. Voilà. Après, en fait, il y a plein de critères. C'est vrai que quand on veut analyser un roman, il y a la qualité de l'écriture.
tu en parlais aussi un peu, Francis, tout à l'heure. Tu parlais qu'il y a des romans, ils font vraiment des jolies phrases, des trucs très longs, mais au final, le fond, on s'ennuie un peu, quoi. Ça raconte pas grand-chose, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de critères. Mais là, par exemple, là, j'ai des fanfictions sur Harry Potter. J'étais dans l'univers Harry Potter, quoi. C'était hyper bien écrit. Et il y avait plein de petites idées aussi, voilà, dignes de la saga pour faire vivre un peu cet univers. Et voilà, après, on peut toujours amener des petites critiques parfois, mais en tout cas, c'était hyper bien écrit. Pourtant, c'est pas son métier, la personne qui a écrit ça. Voilà, donc, en tout cas, il y a plein de gens qui ont écrit des choses. Et en vrai, moi, j'encourage les gens à faire un peu, aller au bout de leurs idées. Et pourquoi pas, s'ils ont écrit une fanfiction, qu'ils ont eu des relecteurs et que ça plaît, de faire une version papier, de faire des salons. Et moi, je serais le premier à lire ça. Je serais curieux parce que on a envie de lire des trucs. Moi, quand j'ai écrit ce roman, j'avais aussi envie de raconter des choses qui n'étaient pas encore trop racontées dans l'univers Star Wars. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Francis, maintenant, avec tout ce qui est sorti depuis 2012, du coup, enfin, depuis 2000, voilà, il y a des choses qui ont été comblées. Et moi, plusieurs fois, j'ai vu des bouts d'idées que j'avais qui ont été reprises, développées, améliorées, modifiées, mais voilà. Mais avant tout, j'avais envie de raconter quelque chose. Voilà. Jean-François m'a parlé notamment de Étoile perdue, c'est ça? Étoile Ouais. perdue, oui. Et que j'ai fini là. J'ai fini il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects qui me font penser aussi un petit peu à mon roman. Donc ouais, j'espère que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se lancent déjà dans l'écriture, qui soient lus, qui soient corrigés, qui s'améliorent, qui progressent et qu'ils aillent au bout, entre guillemets, de leur rêve. Moi, je suis tellement content d'avoir des gens qui se sont procurés mon roman et qui me font des retours. Voilà, et d'intégrer un tout petit peu cet univers, c'est un kiff à la fois pour moi, voilà, mais aussi je suis content d'essayer de faire du mieux que je peux pour tous les gens qui aiment Star Wars, et voilà. T'es prêt pour recevoir ma note? Vas-y. Vas-y, ouais. Écoute, moi aussi, comme je disais au début, j'ai vraiment aimé ça. Tu as bien fait tes devoirs. Même l'histoire d'amour, je l'ai bien aimé. Je trouvais ça cute au début. Quand tu es amoureux, là, tu veux tout le temps voir la fille. Là, là il finit son entraînement, puis il faut que j'aille la voir. J'ai trouvé ça mignon. Puis là, au début, quand j'étais un adolescent, moi, des fois, j'ai de la misère avec ça. Un adolescent qui pense comme elle a dit, non, il a besoin d'aide, il a besoin d'un guide pour aller où ce qu'il veut, il tombe en dépression. J'ai aimé ça, comme que je dis, je me suis vraiment retrouvé plus dans l'art du canon que du légende, donc j'ai aimé ça. Maintenant, la note, moi, je suis comme Claude, je donne pas de. J'ai jamais donné un 10, je rêve de lire un 10, je n'ai pas lu. La plus haute note que j'ai donnée, c'est arrivé 2 fois, c'était un 9, je l'ai donné pour La Lumière des Jedi et L'Ascension de Darth Vader. Ouais. Ça, c'est les 2 seuls que j'ai donné 9. Donc, moi aussi, je vais avec un 8 sur 10. Good job, tu as bien fait ça. Ouais. Et personnellement, parce que j'invite les gens qui n'ont pas lu le roman et qui veulent le lire, allez voir l'entrevue que j'ai faite avec Loïc. Lisez le roman avant. Pour l'expérience comme ça, j'irai à 8.5. Parce que c'est vraiment spécial. Tu as vraiment l'impression de lire l'âme de l'auteur en lisant son roman. Donc, chapeau. Tu vois, tu peux arrêter l'alcool, tu peux arrêter les drogues. C'est bon. Je vais reprendre une vie normale. Fini les bâtons de la mort. Donc, avant de se diriger vers la fin, comme je fais habituellement, je remercie tout le temps Claude qui est là parce que c'est lui qui fait les montages vidéo. Je remercie aussi Francis, pas Francis, excuse-moi. Oui, je remercie Francis parce qu'il nous aide en plus. C'est correct, moi je vais y aller. C'est ça. Je remercie Guillaume parce que lui aussi il est comme une partie au niveau de, quand on pourrait dire le côté artistique, c'est lui qui fait notre thumbnail, tout ça, qui est très doué pour ça. Donc, un gros merci pour ça. Avant de vous quitter, Francis, est-ce que tu veux dire aux gens sur quelle plateforme ils peuvent retrouver Star Wars en direct? Toutes. Même, attends, m'a coincé, là. Toutes, incluant Truth Social? Ouais, non, c'est ça. Ça, écoute, je sais c'est quoi, mais je ne saurais même pas comment y accéder. Non, c'est ça. Bon, évidemment, les Facebook et compagnie, là, donc Thread et Instagram. Ensuite, évidemment, il y a l'ancien Twitter, maintenant X. On a une belle communauté sur Discord. Donc, ça peut être si ce n'est pas déjà le cas, rejoignez notre Discord. Ça peut être l'objet de discussion, comment dire, plus saine qu'à certains autres endroits. On entend souvent ça. Là, nous autres, on n'a jamais à faire d'arbitre. Voyons. En cas
de discipline sur le Discord. Je sais pas pourquoi. Ça doit être que notre auditoire est peut-être plus mature. J'ai aucune idée. Là. Soit ça ou ils ont peur. Pourtant, quand je dis mature, pas en termes d'âge nécessairement, parce qu'on le sait, déjà à l'époque de la prélogie, il y avait déjà de la toxicité dans le fandom. Mais non, c'est ça. Fait que, ouais. Puis évidemment, maintenant, je crois qu'on peut aussi donner des commentaires puis des étoiles, tout ça carrément sur Spotify ou Apple Podcast, tout ça. Fait que, puis évidemment, sur YouTube, c'est ce qu'il y a de plus important côté algorithme et compagnie. Là. Même si nous autres, c'est ça, la grosse majorité de l'auditoire est sur les plateformes audio. Là. Fait que, voilà. Puis venez vous réabonner. Entre autres, je crois que c'est à la page Facebook. Hein, on faisait partie de ceux qui avaient été purgés. À une époque, là, on a perdu la totalité de toute notre fandom sur Facebook, Instagram et compagnie. Fait que venez vous réabonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Avant de laisser la parole à Claude pour qu'il dise où nous retrouver, Loïc aussi, il y a des plateformes qu'on peut te retrouver pour toi en tant qu'auteur. Je pense qu'on peut te suivre sur Instagram, Loïc, si je ne me trompe pas. Instagram, il y a Star Wars Vendetta, en fait, où je montre un peu les coulisses du roman. Et je mets aussi en fait, il y a beaucoup il y a des chapitres. Non, il y a pas encore, mais bientôt. Non, il y a beaucoup d'avis de gens que je partage aussi, qui m'ont fait des retours. Et voilà, globalement, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des vidéos, il y a aussi là où on peut me trouver en convention aussi. Alors cette année, j'en ai fait très peu, mais l'année prochaine, je vais en refaire quelques-unes. Donc c'est vrai que s'il y a des gens qui veulent se procurer le roman, eh ben, c'est bien de savoir où je suis. Donc c'est vrai que comme ça, on peut savoir, voilà, on peut me rencontrer et trouver une brique pour pas trop cher. Loïc est rendu un membre de l'équipe de production de Star Wars Littérature Québec. Fait que c'est sûr que dès qu'il va y avoir des conventions, des choses comme ça, on va y faire de la pub, puis ça va nous faire plaisir. Donc, suivez le groupe. Puis va falloir que tu viennes au Québec un jour aussi. Ouais. Écoute, il faut que je fasse ça. En plus, j'ai des amis là-bas, donc oui, il faudrait que je vienne. Il faut que je m'organise ça. Mais ça va prendre une grosse valise. Ouais. Une grosse valise. Et Francis, toi, t'es aussi à Montréal ou t'es ailleurs? Non. Je t'invite à ne pas jurer comme ça. Là. Non, je ne suis pas un Montréalais du tout. Non, je suis à Québec. Donc, tu viendras faire un tour à Québec. OK. D'accord, je Parce sais. que les gens de Québec, les gens de Montréal, c'est comme les Parisiens avec le reste de la France. Hein? Bon. Ah, d'accord. C'est trop bonne celle-là. Et attends, et du coup, c'est le drapeau du Québec que je vois derrière toi, Francis? Oui, tout à fait. Ouais. OK. Mais vous avez sûrement la même chose en France, hein, mais on dit souvent, nous, le problème à New York, c'est qu'il y a trop de New-Yorkais. Le problème à Paris, c'est qu'il y a trop de Parisiens. Le problème à Montréal, c'est qu'il y a trop de Montréalais. Le problème à Québec, c'est qu'il y a trop de Montréalais. Donc, c'est ça. Bonne. Mais avant de quitter, Claude, peux-tu dire sur quelle plateforme? Surtout qu'on a une... Ben oui. On a une grande... Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on l'annonce. On a 6 plateformes maintenant qu'on... Claude, je te corrige. Marc l'a fait 2 fois avant toi. On a enregistré 2 podcasts. Ah, OK. Mais c'est toi, c'est la première fois qu'il l'annonce. Mais vas-y. C'est moi la première fois qu'il l'annonce, par exemple, effectivement. Donc, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, Deezer maintenant et Apple Podcast. Et j'en oublie un qui est Spotify. Donc, voici les 6 que vous pouvez nous retrouver. On est super fiers de vous retrouver sur Apple Podcast. On a travaillé super fort pour ça. Donc, venez nous encourager, mettez-nous des pouces, abonnez-vous. Puis, c'est important pour l'algorithme. Bien, sur ça, un gros merci à vous, messieurs, d'avoir participé au podcast. Merci et comme disait si bien Claude, n'oubliez pas de mettre le pouce et nous poser des questions, ça nous fait plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée. Merci la gang, ça a été un super podcast. Thank you, gang. Merci.